Juste avant 9h30, un point sur la météo, Guillaume Séchet. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Si on ouvre la fenêtre du côté de Chamonix, apparemment il fait beau, Guillaume, mais ça va pas durer. Non, effectivement, Thomas, on voit bien le Mont Blanc actuellement. Mais cette région sera donc affectée par de fortes précipitations dans les prochaines heures. Il pourrait tomber l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 24 heures sur la Haute-Savoie, par exemple, ainsi que sur le Jura, une partie de l'Isère, de la Savoie, jusqu'à 70 mm localement. Alors on doit en fait cette dégradation à une perturbation qui s'est formée en fin de nuit vers le sud-ouest et qui remonte maintenant vers le nord-est, alimenté par de l'air chaud en provenance de Méditerranée et de l'air très frais qui descend ici des îles britanniques. Donc on voit effectivement cette écharpe nuageuse avec déjà de fortes pluies jusque sur le Jura, et cette zone de pluie va basculer vers la vallée du Rhône, le nord des Alpes, ainsi que l'Alsace cet après-midi, avec à l'arrière un ciel de traîne, des éclaircies, des averses parfois fortes et des températures toujours très fraîches pour la saison. Mais ça devrait peu à peu remonter dans les prochains jours. En tout cas, demain, il fera également très frais. Notamment, bien entendu, demain matin, seulement 10 degrés à Aurillac, 14 à Paris. Dans l'après-midi, ça ne bouge pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais le temps va s'améliorer dans le sud de la France. Et donc, en début de semaine prochaine, eh bien, l'amélioration va gagner également le nord. Sachez d'ailleurs qu'en milieu de semaine, on pourra vraiment parler enfin d'un temps estival sur toute la France, avec une moyenne de température de 29 degrés pour la journée de mercredi. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. 9h30, nouvelle édition de Week-end Première, avec à la une ce 4e samedi consécutif de manifestation. Les opposants au pass sanitaire vont descendre dans la rue aujourd'hui. Environ 150 défilés partout en France. Les autorités tablent sur une forte mobilisation. On va en parler avec notre invité William Tay, spécialiste de l'analyse de l'opinion dans cette édition. À Paris, 3000 forces de l'ordre seront mobilisées sur les 4 cortèges qui s'élanceront dans la capitale. Les autorités craignent de nouveaux débordements comme les semaines précédentes. Le quartier des Champs-Élysées restera hyper sécurisé tout au long de la journée. Du monde sur les routes aujourd'hui, ceux qui partent et ceux qui rentrent. Le fameux chassé-croisé de l'été, une journée rouge dans le sens des départs, noir en Rhône-Alpes. Mais une fois arrivé, ce sera le bonheur d'être en vacances. On ira voir comment se passe ce chassé-croisé des vacanciers dans un camping de Saint-Malo. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis en sport, l'équipe de France de basket devra se contenter de la médaille d'argent au JO. Les Français ont échoué en finale face aux États-Unis tôt ce matin. On espère plus de chance pour les finales du handball et du volley. Le journal des sports complet, ce sera dans le prochain quart d'heure avec Ilia Grandjean. Un 4e samedi de mobilisation donc pour les anti-pass sanitaires. Environ 150 manifestations prévues un petit peu partout en France. Le week-end dernier, le mouvement avait réuni plus de 200 000 personnes et les autorités s'attendent encore à une mobilisation importante. Alors quel est le profil de ces manifestants? Regardez ce reportage d'Anne Lorbance. 4e week-end de mobilisation, un mouvement qui ne désenfle pas et toujours les mêmes revendications. Vous avez d'une part ceux qui sont dans ce qu'on appelle la mouvance anti-vax, donc qui refusent le principe du vaccin, et vous avez une deuxième partie qui est majoritaire dans les manifestants aujourd'hui, qui refuse le pass sanitaire en disant qu'il est attentatoire aux libertés publiques. Au-delà des idées, le profil des manifestants s'avère hétérogène. C'est ce que révèle une note du renseignement territorial, datée d'une semaine, qui décrit la physionomie des cortèges. Cette note, elle explique qu'il s'agit en très grande majorité de familles, et notamment de familles avec enfants, et qui ne sont pas connues des services de renseignement ni des services de police. Au sein de ces rassemblements, on apprend également que les Gilets jaunes ne représentent que 10% des manifestants et que le mouvement protestataire se concentre principalement au sud de la Loire. Les services du renseignement territorial notent aussi la présence de militants de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Pour ce samedi, une autre note du renseignement prévoit une forte mobilisation. 150 à 200 000 personnes sont attendues dans tout l'Hexagone.
Et à Paris, 3000 policiers seront mobilisés dans la crainte de débordements. Le quartier des Champs-Élysées sera particulièrement surveillé. Écoutez les détails de Raphaël Maillochon du service police-justice. C'est un dispositif d'ampleur qui est déployé dans les rues de la capitale ce samedi, assez inédit d'ailleurs, en plein cœur de l'été, en plein mois d'août. Même si, dans les faits, il y aura un petit peu moins de 3000 policiers mobilisés. Il y avait 22 unités de force mobile, c'est-à-dire des CRS, des gendarmes mobiles mobilisés la semaine dernière. 19,5 pour ce samedi. Rajoutez à cela 8 braves, ces brigades de répression des actions violentes. 4 en moto, 4 à pied, un engin lanceur d'eau et également des véhicules qui servent au transport d'éventuels interpellés. Et puis les policiers auront des réquisitions pour pouvoir fouiller les sacs, contrôler les identités, notamment aux abords des gares et sur les axes routiers. Mais globalement, ce sont les mêmes consignes qui ont été passées par les autorités, c'est-à-dire pas d'intrusion sur les Champs-Élysées, sinon interpellation, contenir les départs en cortège sauvage des manifestants et puis également éviter, la consigne a été donnée, d'éviter d'utiliser du gaz lacrymogène pour, je cite, ne pas avoir de mauvaises images. Sachez également que si les manifestations s'éternisent dans la soirée, la préfecture de police mobilisera les brigades anticriminalité de la Petite Couronne et également de Paris. Enfin, Didier Lallemand, le préfet de police, est en vacances et son directeur de cabinet qui est aux manettes. Voilà pour le dispositif de sécurité. J'accueille maintenant sur ce plateau William Tay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du think tank, le millénaire spécialiste de l'analyse de l'opinion. Ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est bien l'ampleur de la mobilisation. S'il y a autant de monde, voire plus de monde que les semaines précédentes, ça montrera que le mouvement ne faiblit pas. Oui, tout à fait. Il y a 3 enjeux pour le gouvernement. Un, c'est de gagner la bataille de l'opinion publique, alors qu'actuellement, il y a environ 40% de personnes qui soutiennent la mobilisation, 50% qui sont contre et 10% de personnes qui sont à peu près indifférentes. Le deuxième enjeu, c'est de regarder le nombre de personnes qui sont mobilisées. Est-ce qu'on aura plus de personnes que les 200 000 de la semaine dernière? Un nombre équivalent, est-ce que ça stagne ou est-ce qu'on assiste plutôt à une tendance baissière? Et le troisième enjeu, c'est la question de la radicalité. Est-ce qu'on aura, un peu comme on a eu la semaine dernière, un peu plus de violence, notamment parce qu'en fait, le cortège est très différencié. Vous avez d'une part les anti-vax qui sont minoritaires, le cœur majoritaire qui se mobilise contre le pass sanitaire, et ensuite vous avez 2 agglomérats qui viennent s'ajouter à ces personnes-là, donc les gilets jaunes, comme l'indique la note des renseignements territoriaux, et la quatrième vague, c'est des personnes qui se mobilisent surtout contre Macron, contre les élites, contre les médias, d'où pourquoi est-ce qu'on a eu des problèmes pour la difficulté des journalistes de couvrir les manifestations. Ouais, et les plus radicaux sont vraiment ciblés par Emmanuel Macron. Il s'exprime dans Paris Match cette semaine. Il ne va pas avec le dos de la cuillère d'ailleurs pour parler de ces manifestants. Il faut en quelque sorte les cibler, ces manifestants. Il faut les cibler parce qu'ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont très hétérogènes, donc ils n'ont pas du tout les mêmes revendications. Et l'erreur pour le gouvernement, ce serait de faire la même erreur que lors des Gilets jaunes, d'adresser un seul message alors que c'est une catégorie très, très hétérogène et non homogène. Sur la question du pass sanitaire, il doit convaincre les personnes de dire que le pass sanitaire est la meilleure solution transitoire pour convaincre le variant Delta, auquel on aura le pic de vague vraisemblablement si on suit la même courbe que le Royaume-Uni, aux alentours de septembre ou début octobre. Sur le reste des personnes, il est obligé de montrer de la fermeté, parce que ce qu'attendent des personnes, c'est de conduire à une défaite politique pour Emmanuel Macron, donc de conduire à un éventuel retrait. La difficulté maintenant pour eux, c'est que l'ensemble du processus démocratique a été respecté, donc les arguments type la tyrannie, dictature, etc. ne sont plus valables, vu qu'on a eu d'abord un avis du Conseil d'État, puis un accord en commission paritaire mixte entre l'Assemblée nationale, majorité LREM, puis le Sénat, majorité républicaine, et puis ensuite une validation par le Conseil constitutionnel. Ce qu'attendent maintenant ces personnes, c'est en fait que Emmanuel Macron retire son projet sur le même modèle que ce qui avait conduit Jacques Chirac à ne pas promulguer la loi à la question de la CPE en 2005. Ça paraît compliqué, vu la situation sanitaire. Il ne le fera pas, donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron montre de la fermeté pour montrer qu'il ne tiendra pas, qu'il tiendra son projet, qu'il ne le retirera pas pour arriver à son objectif de 50 millions de primo-vaccinés. Pour conclure, les événements qu'on a vus la semaine dernière, ce stand d'un pharmacien démonté à Montpellier, ce genre d'acte ne fait pas vraiment une très bonne publicité à ce mouvement. Est-ce qu'on va encore revoir ce genre de choses ou des attaques de centres de vaccination? Moi, je pense que dans la mesure où la manifestation conduit maintenant à être personnifiée contre Emmanuel Macron en raison du discours du 12 juillet, plus de ses vidéos Instagram qu'il a publiées cette semaine, la manifestation va se tourner contre Emmanuel Macron. Donc à ce moment, on va assister à une radicalité parce qu'il y a des personnes qui vont s'agglomérer non pas pour manifester contre le pass sanitaire, mais uniquement contre le président de la République. Et on sait que ce profil de manifestants, donc extrêmes et gilets jaunes, conduit à une certaine radicalité parce qu'ils ne sont pas organisés comme le service d'ordre des patriotes de Florent Philippot. Et donc vraisemblablement, ils vont manifester de plus en plus fort et donc de plus en plus durement.
Voilà l'agrégation donc des oppositions. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer ce matin. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Alors au cœur du mécontentement, on va le rappeler, l'extension du pass sanitaire qui entrera bien en vigueur lundi. Et des professionnels craignent de plus en plus les réactions des opposants quand ils devront alors refuser l'accès des établissements. Depuis plusieurs jours déjà, des incidents ont été signalés dans des endroits où le pass est déjà en vigueur, comme des musées par exemple. Alors ces nouvelles mesures sont-elles de nature à fracturer davantage la société française? Hilal El Aflaï. Comportements violents et insultes. Depuis la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet, le personnel du mémorial de Caen, chargé du contrôle des visiteurs, s'est déjà fait insulter à plusieurs reprises, souvent traité de collabo. Pour nous, salariés du mémorial, c'est particulièrement blessant. J'imagine que l'individu qui a sorti ça, peut-être n'a même pas conscience du poids de ce qu'il disait. Des comportements qui illustrent une fracture dans la société, selon ce spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez d'une part ceux qui sont dans ce qu'on appelle la mouvance anti-vax, donc qui refusent le principe du vaccin, et vous avez une deuxième partie qui est majoritaire dans les manifestants aujourd'hui, qui refuse le pass sanitaire en disant qu'il est attentatoire aux libertés publiques. Une opposition qui peut basculer dans la violence, selon plusieurs syndicats de police. On sent que ça va du coup radicaliser certaines personnes qui vont prétendre qu'ils ne sont pas entendus et que justement le mieux c'est d'aller dans la rue et de manifester son mécontentement. Après effectivement il y a quand même eu des échauffourées, des actes de violence la semaine dernière, on voit que ça monte crescendo. Des manifestations anti-pass sanitaire surveillées de près par les autorités. Et pendant que certains descendront dans la rue, d'autres continuent les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est les vacances, mais avant les vacances, les bouchons rouge, noir, voilà les deux couleurs du jour. Noir dans le sens des départs dans la vallée du Rhône notamment, rouge dans le sens des départs à l'échelle nationale et dans le sens des retours, c'est orange pour aujourd'hui. Justement, on va aller dans cette vallée du Rhône qui va se charger d'heure en heure. Les webcams BFM TV sont allumées ce matin sur l'autoroute A7. On est ici au nord d'Avignon avec, vous le voyez, un trafic qui va se densifier au fur et à mesure de la matinée. Et ces grands départs, eh bien, c'est également l'occasion de grands départs et de grandes arrivées. Ce chassé-croisé dans les campings, forcément. Chaque année, les vacanciers sont très nombreux à rejoindre les campings et à les quitter dans ce fameux premier week-end du mois d'août. Célia Jousfredi est au camping de la Cité d'Alette à Saint-Malo depuis tôt ce matin pour week-end première. Et Célia, certains vacanciers sont déjà en train de remballer. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore quelques bagages autour de moi. Donc une valise à ma droite, l'étendoir de l'autre côté qui n'est pas encore totalement rangé. Mais ici, on se prépare à partir après 2 semaines de vacances de ce qu'on nous a dit. Donc en Bretagne, on va rentrer dans la tente. Ici, on est en train donc de tout remballer, de tout ranger. Comme vous pouvez le voir, je suis avec Amélie. Alors, vous en êtes où du rangement pour partir? Ah ben là, c'est presque fini. C'est vraiment la fin. Donc là, on a plié tout, on a tout rangé, on a tout mis dans la voiture. Là, c'est les chambres et après, c'est la toile. Donc là, c'est la fin des vacances, c'est ça? Ah oui, 15 jours, mais c'est fini. Pas trop triste? Non, ça va aller. On reviendra. Et donc là, après, le programme, c'est quoi? Vous m'avez dit, vous passez par les petites routes, expliquez-moi. On va essayer de longer un petit peu le long de la côte, on va dire. Passer par Caen, puis direction Picardie, Péronne. Voilà, côté d'Amiens. C'est pour aussi éviter les embouteillages, je suppose? Bah nous, déjà, on passe pas Paris, donc on est tranquille. Et après, on passe le camp, c'est, on va dire, plus light sur la route. Logiquement. Ça allait la météo quand même ou c'était compliqué cette année niveau les vacances? C'était pas terrible. On a eu beaucoup d'eau. Quelques périodes de beau temps, mais bon, on a profité, on a couru pour voir à ce moment-là. Mais sinon, bon, c'est beau, c'est la Bretagne, il pleut plus souvent. Merci beaucoup Amélie, on va vous laisser finir de ranger tout ça. Voilà, vous le voyez, la tente est vide, ça y est. Maintenant, il reste plus qu'à finir les derniers bagages, à prendre la voiture pour les 6 prochaines heures de route. En tout cas, pour le moment, il ne pleut pas. Alors, tant mieux pour eux, il ne pleut pas. Vous le voyez peut-être à travers la fenêtre de la tente. Les nuages sont présents, mais pas de pluie. En tout cas, attention sur les routes pour tous ceux qui sont donc sur les routes en ce samedi. Bison Futé a hissé le drapeau jour aujourd'hui. Alors soyez très prudents.
Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et sur la route des vacances, un petit peu de musique maintenant. Votre programme avec The Green Store. Retrouvez le meilleur du CBD sur thegreenstore.fr, la boutique en ligne du CBD. Et oui, c'est l'heure des secrets des tubes avec Philippe Dufresne. Chaque week-end de cet été, on vous raconte les secrets d'une chanson. Ce matin, un tube de 2017, Je te le donne, donne. Vous avez peut-être reconnu Slimane et Vita. Les secrets de cette chanson avec Philippe. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Une rencontre artistique, ça tient parfois à pas grand-chose. Vita doit sortir quelques titres nouveaux pour rééditer son album. Sur l'émission The Voice en Belgique, elle fait la connaissance de Slimane et va l'inviter à faire un duo sur son disque. Les deux artistes se rendent en studio. Cette chanson naît super spontanément, à la guitare comme ça, très vite. Ouais, c'était... moi j'ai rarement fait une séance studio avec un artiste où ça s'est passé aussi facilement. Aussi, C'était notre première expérience finalement, tous les deux ensemble. Quoi. Et c'est là où vraiment on s'est rendu compte qu'on arrivait, qu'on avait cette facilité pour créer ensemble. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. La chanson figure sur la réédition de Vita et du coup sur celle de Slimane. Les chiffres s'affolent, le single est finalement certifié diamant, l'équivalent de 50 millions de streams. Diamant comme ça, aussi vite quand même. On est dans une ère qui est difficile pour les gens qui travaillent dans le disque, pour les artistes qui sortent des disques. C'est des succès qui sont rares. Et voilà, et on est hyper heureux, hyper touchés. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le succès est tel que les proches des artistes vont les inciter à poursuivre leur collaboration pour un album complet. Au départ, Vita et Slimane y vont un peu à reculons. Vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer sur ce titre, vous pouvez pas en rester là. Et en plus, ça s'est jamais fait en France. Et la première réaction de Vita et moi, c'est mais pas du tout. Sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bientôt 10h sur BFM TV, soyez les bienvenus dans le live week-end. De nouvelles manifestations contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. Les slogans n'ont pas changé, les opposants au pass sanitaire se réunissent pour le 4e samedi consécutif un peu partout en France. Malgré la validation de la loi par le Conseil constitutionnel et son entrée en vigueur dès lundi, à Cambrai, opération ville morte des restaurateurs pour protester. Plutôt covidé que vacciné, c'est le nouveau phénomène à la mode chez les jeunes pour bénéficier du pass sanitaire sans vaccin. Mais c'est surtout un vrai danger alors que les jeunes, justement, sont de plus en plus nombreux à l'hôpital, sans parler des Covid longs qui les touchent. Et puis la déception des basketteurs tricolores, échec au pied de la montagne, mais de justesse, battus par les Américains 87-82. Grosse journée pour les Bleus, 2 titres olympiques en jeu. Les handballeurs et volleyeurs jouent leur finale. Les filles du basket, elles, jouent pour le bronze. Plus de 150 rassemblements annoncés aujourd'hui encore malgré la loi validée et promulguée. Les opposants au pass sanitaire ne désarment pas. Pour le 4e samedi consécutif, les manifestants sont-ils en voie de radicalisation? On assiste chaque week-end en marge des cortèges à des débordements et des insultes contre ceux qui ont choisi de se faire vacciner. Hilal Lafley. Comportements violents et insultes. Depuis la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet, le personnel du mémorial de Caen, chargé du contrôle des visiteurs, s'est déjà fait insulter à plusieurs reprises, souvent traité de collabo. Pour nous, salariés du mémorial, c'est particulièrement blessant. J'imagine que l'individu qui a sorti ça, peut-être n'avait même pas conscience du poids de ce qu'il disait. Des comportements qui illustrent une fracture dans la société, selon ce spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez d'une part ceux qui sont dans ce qu'on appelle la mouvance anti-vax, donc qui refusent le principe du vaccin, et vous avez une deuxième partie qui est majoritaire dans les manifestants aujourd'hui, qui refuse le pass sanitaire en disant qu'il est attentatoire aux libertés publiques. Une opposition qui peut basculer dans la violence selon plusieurs syndicats de police. On sent que ça va
va du coup radicaliser certaines personnes qui vont prétendre qu'ils ne sont pas entendus et que justement le mieux c'est d'aller dans la rue et de manifester son mécontentement. Après, effectivement, il y a quand même eu des échauffourées, des actes de violence la semaine dernière. On voit que ça monte crescendo. Des manifestations anti-pass sanitaire surveillées de près par les autorités. On suit bien sûr cette journée de mobilisation et on en parle en plateau avec nos invités. Claire Aupetit, bonjour, député LaREM de l'Eure. William Tett également avec nous, bonjour, président du think tank Le Millénaire. On est également avec le sociologue Michel Vieviorka et avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, vous êtes député, président du parti Debout la France. Vous manifesterez à nouveau aujourd'hui ? Oui, bien sûr, et je voudrais vous dire une chose. Vous avez commencé votre journal en mettant en valeur quelques individus, alors qu'il y a eu des manifestations dans toute la France, avec des centaines de milliers de Français, calmes, des familles, des gens vaccinés, des gens non vaccinés, de toutes les catégories sociales, des médecins, des pompiers, des infirmières. Donc moi j'aimerais que peut-être on arrête toujours de salir des Français qui tout simplement ne veulent pas une société de surveillance, où par exemple à l'hôpital de Nancy, on va recruter 65 vigiles alors qu'on manque d'infirmières, où on va demander aux policiers, aux gendarmes qui ne veulent pas le faire, de surveiller les honnêtes gens, alors qu'il y a tant de trafiquants de drogue à incarcérer dans notre pays. Donc j'aimerais peut-être, et je crois que c'est aussi votre rôle, d'arrêter de toujours salir des gens qui défendent des libertés, qui veulent peut-être une autre société et qui n'acceptent pas cela. J'ai parlé des tensions qui existaient. C'est vrai, chaque samedi, à la marge des cortèges. J'ai vu comment vous avez commencé. Mes mots, à la marge des cortèges. Cette mobilisation qui se poursuit donc, alors que la plus haute juridiction du pays a tranché quand même concernant ce pass sanitaire. Oui, les institutions ont failli. On voit un Conseil constitutionnel qui met la devise de la République, liberté, égalité, qui doit être au-dessus de tout. On doit protéger la santé des Français, bien sûr, c'est évident, mais on doit le faire en respectant la liberté et l'égalité des citoyens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel qui, encore une fois, pardon, mais vous remettez en cause le Conseil constitutionnel qui est le garant des élections quand même auxquelles vous participez. Vous ne croyez même plus au Conseil constitutionnel. Et oui, c'est ça qui m'inquiète. Ah non. C'est ça qui m'inquiète énormément. C'est qu'en fait, on a au sommet de l'État une incapacité finalement à défendre des valeurs constitutionnelles. Vous savez, même Israël, qui est très vacciné, a abandonné le pass sanitaire. L'Angleterre l'a abandonné parce qu'il faut que vous compreniez une chose, que vous soyez vacciné ou pas. Le pass sanitaire, c'est un engrenage terrible dans une surveillance permanente, 15 fois par jour pour aller manger une glace, pour monter dans un train, pour aller dans un cinéma. Permanent, vous allez être obligé de montrer votre QR code. C'est circonscrit à des lieux, c'est circonscrit à une période. C'est jusqu'au 15 novembre, tout ça c'est dans le texte. C'est d'ailleurs les Français pour ça que le Conseil constitutionnel l'a validé. Mais le pass sanitaire, c'est pour encourager les Français à aller se faire vacciner. Que proposez-vous pour sortir de cette crise sanitaire ? D'abord, je pense qu'on sortira de cette crise sanitaire dans l'unité des Français. Et ce qui m'affole aujourd'hui, c'est la division manifestement terrible. Sur le plan uniquement en fait, sanitaire, Emmanuel ça ne suffit pas. Mais si je peux vous répondre, monsieur. Mais concrètement, pour sortir de cette crise sanitaire. Donc manifestement, le gouvernement... Je vais y venir. Le gouvernement et le président de la République, en fait, pour cacher leur bilan sanitaire, veulent diviser les Français et montrer du doigt certains. Moi, je crois au contraire qu'il faut un plan global. Je l'ai toujours dit. La vaccination, oui, à bon escient, avec son médecin traitant. Mais la vaccination des jeunes qui n'ont aucun risque, des adolescents, des femmes enceintes, alors qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, Nicolas Dupont-Aignan, mais je ne peux pas vous laisser dire ça quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque chez les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes à l'hôpital, Nicolas Dupont-Aignan. Pensez à toutes ces familles. C'est pas ce qu'on raconte, c'est les chiffres, c'est la réalité. Les soignants le disent à l'hôpital, il y a de plus en plus de jeunes. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Covid long. C'est pas forcément la réanimation, mais c'est des conséquences très graves et sur le long terme. Donc dire qu'il n'y a pas de risque chez les jeunes. Non mais je corrige quand même, c'est factuel, c'est sanitaire, c'est scientifique. Monsieur le journaliste, mais vous n'êtes pas là pour corriger, cher monsieur. Vous êtes là pour être impartial. Or, je vous le dis, il y a des jeunes en surpoids, oui. Il faut vacciner les gens en surpoids. Il y a encore beaucoup de gens en surpoids pas vaccinés dans notre pays. Donc, je ne suis pas un anti-vaccin. Je dis simplement que beaucoup de Français manifestent parce qu'ils ne veulent pas que leurs gamins soient vaccinés avec un vaccin dont on n'a pas le recul sur les femmes enceintes, sur les très jeunes. Deuxième point, les soins précoces, l'ivermectine. L'Institut Pasteur enfin reconnaît ce qui est fait dans certains pays, n'est toujours
pas développés en France. Les purificateurs d'air dans les écoles, les universités, les bureaux. Je l'ai mis en place dans ma ville hier avec le maire. Nous l'avons mis en place. Pourquoi c'est pas préparé pour la rentrée? Le séquençage pour voir les variants. La levée du brevet. La levée du brevet pour qu'on puisse donner des vaccins à l'Afrique. Parce que là, les variants viennent de l'étranger. D'accord, mais alors, et vous voyez, le discours peut être double. Juste pour vous corriger, donc, Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'encore une fois, je suis journaliste, mais je suis factuel. Vous avez parlé d'Israël et du Royaume-Uni. Oui, mais vous dites des choses parfois fausses factuellement. Pardon, le Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé un pass vaccinal à la rentrée pour les plus jeunes. Tel Aviv a également réinstauré le pass sanitaire face à la flambée des cas dans certains lieux publics. C'est simplement, encore une fois, pour être factuel. Est-ce qu'on peut vraiment débattre de l'intérêt du vaccin quand on voit encore ses bénéfices? 12 fois moins de personnes vaccinées dans les services de soins intensifs à l'hôpital. Ce que je demande, et pourquoi nous sommes contre le pass sanitaire, c'est que nous voulons, tant que le vaccin n'est pas en autorisation définitive et qu'il est en phase de test, nous voulons la liberté vaccinale avec le médecin traitant. Nous n'avons jamais été contre le vaccin. Nous disons simplement qu'avec le vaccin, il y a d'autres moyens de lutter. Nous voulons rouvrir des lits qui sont supprimés aujourd'hui en France. Supprimés. Des lits sont supprimés en France. Nous voulons développer les soins précoces. Nous voulons les vaccins à bon escient sur les publics fragiles, ce qui n'est toujours pas fait. Et nous voulons éviter qu'avec le pass vaccinal ou le pass sanitaire, on développe des clusters parce que vous savez que les personnes vaccinées peuvent très bien transmettre, la dernière étude américaine le montre, même s'ils transmettent moins, ils peuvent transmettre le virus. Absolument, donc, mais l'important c'est que le vaccin protège quand même à 95% des cas graves. Mais je ne suis pas dans un débat, monsieur, sur le vaccin. Je suis sur un débat sur la société que je veux. Nous ne voulons pas d'une société, beaucoup de Français vont le comprendre, quand ils vont être au pied du mur, quand pour aller manger une glace en terrasse, on va leur demander leur QR code, ce qui est complètement impossible. Quand l'hôpital va devoir refuser des soins en cancérologie, des rendez-vous d'examen, de dépistage, parce que les personnes n'auront pas fait leur test. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire, un pays qui va bloquer des soins? Pas les urgences seront acceptées, mais des soins de rendez-vous uniquement parce qu'on n'aura pas son test. Les retards qui vont être pris dans le dépistage des cancers. Mais un pays de fous. Donc moi je demande simplement qu'on réunisse les Français, qu'on se mette d'accord sur des objectifs sanitaires, qu'on les remplisse et qu'on arrête de toujours, comment dire, dresser une partie de nos concitoyens contre une autre. Pour l'instant, l'objectif sanitaire pour les autorités manifestement, et ce n'est pas uniquement français, c'est dans le monde entier, c'est la vaccination qui pour l'instant, correspond à la seule porte de sortie de cette crise sanitaire. Pardon. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, député, président de Debout la France, d'avoir été notre invité ce matin dans le live week-end. Bonjour Michel Veviorka, vous êtes sociologue. On va suivre cette nouvelle journée de mobilisation, un 4e samedi consécutif, avec une attente de la mobilisation similaire au samedi précédent, d'après les renseignements territoriaux, malgré l'aval du Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi. Qu'est-ce qui motive encore les manifestants à sortir dans la rue aujourd'hui? Le pass sanitaire s'appliquera dans 2 jours, lundi. Alors, il y a toujours des mêmes motivations et il ne faut pas se contenter de dire il y a d'un côté les anti-vaccins, d'un autre côté les anti-pass qui ne sont pas forcément anti-vaccins et par ailleurs les anti-Macron. C'est une vision encore trop sommaire qu'il faut préciser. Le mouvement anti-pass ne peut exister que par la critique plus ou moins violente du vaccin et de la vaccination. Si le vaccin est accepté, cette critique tombe, je crois, pour l'essentiel, premièrement. Deuxièmement, il y a dans cette mobilisation un élément qui, non pas nouveau, mais plus visible aujourd'hui qu'auparavant. Il y a évidemment tout ce qui est anti-vaccin, je n'y reviens pas, tout ce qui est critique des libertés sur 2 registres. D'une part, ma liberté immédiate, je veux pouvoir aller manger des glaces, comme M. Dupont-Aignan, à qui je souhaite de pouvoir manger beaucoup de glace, et il y a par ailleurs la réflexion sur une société qui à terme devient totalitaire, autoritaire, liberticide dans son fondement même. C'est ce genre de critique que l'on entend et qui prennent parfois un tour totalement obscène. Et alors on voit le profil des manifestants, Michel Veviorka, que BFM TV a pu recueillir auprès de 2 notes des renseignements territoriaux. On voit qu'il y a beaucoup de familles dans les cortèges. C'est intéressant et en même temps ça interroge aussi. Alors, il faudrait y voir plus clair sur pourquoi les familles.
Peut-être tout simplement parce que les enfants sont en vacances, qu'il faut bien s'en occuper, on ne peut pas les laisser tout seuls. Ça peut faire partie aussi de ces mobilisations, mais ça veut dire aussi que ceux qui viennent en famille, ils ne viennent pas pour caillasser les policiers. Ils viennent pour exprimer leur colère, leurs inquiétudes, etc. Ce qui est nouveau, c'est la visibilité plus grande de certaines professions. Ce sentiment qu'on perçoit chez certains pompiers, chez certains personnels soignants, entre autres, d'être finalement de ne pas être respectés. On n'arrête pas de nous encenser, de dire que sans nous, les incendies seraient terribles, que sans nous, on nous a applaudi tous les soirs à 20h pendant le premier confinement, et maintenant, disent certains, on nous traite vraiment très très mal. Et puis il y a aussi les restaurateurs et autres qui, dans certains cas, peuvent avoir le sentiment d'être les victimes de cette politique. On va en parler dans un instant. Il y a notamment cette opération Ville morte des restaurateurs de Cambrai. Restez avec nous, Michel Wewiorka. Claire Aupetit, dans la majorité, au sein de l'exécutif, il y avait quand même l'espoir que l'aval du Conseil constitutionnel permette d'enrayer peut-être cette mobilisation. D'après ce qui est attendu, ce n'est pas le cas. L'espoir, oui, on peut toujours avoir l'espoir. Nous étions conscients que les personnes qui se retrouvent dans la rue tous les samedis depuis 3 semaines allaient être là encore aujourd'hui. Et il y a une incompréhension. Moi, personnellement, je n'arrive pas à les comprendre. Autant je pouvais comprendre, et je peux comprendre quelqu'un qui hésite encore en se disant oui, est-ce qu'il est vraiment utile que je le fasse? Mais c'est tellement irrationnel. Tellement irrationnel. Comment peut-on vivre avec en se disant peut-être, où je risque tout au moins d'infecter une personne de ma famille ou même mon voisin? Comment peut-on vivre en se disant j'aurais pu peut-être éviter le fait de contaminer une autre personne? C'est intéressant quand même à vous entendre, parce que vous considérez que du coup ceux qui sont dans la rue encore aujourd'hui, c'est de l'irrationnel. Du coup on a le sentiment d'avoir 2 camps qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus du tout. On peut toujours se parler, simplement je trouve ça irrationnel. Je n'arrive pas. Mais du coup, est-ce qu'on peut dialoguer comprendre... avec quelqu'un d'irrationnel que vous considérez comme tel? Oui, ils sont irrationnels. Ça alors là, j'en suis absolument persuadé, évidemment. Simplement, on peut quand même parler avec eux, et heureusement, et il faut parler avec certains. Pas avec tous, hein, parce qu'il y en a certaines personnes, à partir du moment où on vous insulte, c'est pas possible. Mais l'égoïsme de chacun me fait peur. Moi, c'est ce qui m'a... Au départ, j'attendais vraiment le vaccin, parce que j'avais peur et je craignais d'infecter une personne et que cette personne décède. Et d'avoir... Alors évidemment, pour moi... Mais après, il faut préciser que ceux qui sont dans la rue ne sont pas tous des anti-vaccins. Certains sont plutôt dérangés par la méthode et dénoncent une atteinte aux libertés, même si le Conseil constitutionnel a quand même tranché. La seule liberté que nous avons, c'est justement la liberté de la santé. La santé, c'est d'ailleurs ce qui a été aussi retenu par les sages. William Tay, juste en un mot, il y a un vrai risque de fracture aujourd'hui entre les manifestants, qui sont minoritaires dans la société, mais qui existent, et le reste de la population? Oui, parce qu'actuellement, en fait, les manifestants reposent sur 3 fractures précises. La fracture sociale entre les communes riches et les communes pauvres, une double fracture territoriale entre les communes du Nord-Ouest et les communes du Sud-Est, et c'est pour ça qu'il y a 60% des manifestants qui viennent du sud de la Loire, et également une fracture entre les métropoles et les territoires ruraux, et une 3e fracture qui est la pyramide des âges entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc c'est les 3 fractures qu'on assiste actuellement entre les manifestants, enfin ceux qui soutiennent la manifestation et ceux qui sont plutôt contre. Et la difficulté maintenant pour le gouvernement, c'est comme on a une sociologie acceptée sur la question de la pyramide des âges qui ressemble à la question des gilets jaunes, c'est la capacité du président de la République à pouvoir s'adresser à ces personnes-là. Je pense que dans un premier temps, les manifestations vont à peu près le même niveau d'ampleur jusqu'à la question de fin août. On aura un tournant à la question du fin août pour savoir si des professions vont s'agglomérer aux manifestants. On a vu la question des soignants avec la question de l'appel de Sud, également l'éventuel appel des pompiers et des autres professions, et également la question surtout des jeunes. C'est là la question principale pour l'exécutif, c'est est-ce que les jeunes vont aller dans la rue à partir de septembre une fois qu'ils seront rentrés de vacances. Et une fois qu'on aura cet agglomérat-là, l'exécutif devra faire un choix en prenant des décisions de politique publique précises comme ils ont fait au moment des Gilets jaunes. Les jeunes, justement, le président a tenté de leur parler
vous avez suivi cette série de vidéos sur Instagram. Ce phénomène chez eux, chercher à se faire contaminer. Alors c'est plus de l'insouciance que de l'inconscience peut-être. En tout cas, ils se croient trop souvent invincibles et c'est un vrai phénomène. Certains établissent des stratégies pour se faire infecter et ainsi bénéficier du pass sanitaire en oubliant quand même tous les risques. Et ils sont nombreux que cela comporte. Enquête signée Léa Delfoni avec Marvin Guglielminetti. Quelqu'un qui a le Covid près de chez moi? J'ai besoin d'un pass pour 6 mois et je préfère l'attraper que de faire le vaccin. Alors, qui m'éternue dessus? Cherche désespérément une personne qui a le Covid pour échapper au vaccin. Cherche cluster Covid-19 en Ile-de-France. Retweet s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux, des annonces de ce type se comptent par dizaines. Des jeunes cherchent à avoir le Covid pour obtenir un certificat de rétablissement. Ils n'auront alors pas besoin de se faire vacciner pendant 6 mois après leur contamination. Celle que nous appellerons Amélie a tenté à plusieurs reprises d'être contaminée. Ça ne me dérangeait pas d'attraper le Covid pour avoir, entre guillemets, un pass sanitaire. Juste, j'ai croisé mon amie, elle m'a dit qu'elle présentait des symptômes du Covid. Ça ne m'a pas empêché, en tout cas, de manger dans son assiette, de se côtoyer sans on va dire, entre guillemets, ma démarche. Pourquoi t'as fait ça? Tout plein d'informations, c'était des tests cliniques, je ne sais pas si vous... C'est un discours effrayant, basé sur de fausses informations. Cette nouvelle tendance est dangereuse, car le risque de développer une forme grave n'est pas impossible, même lorsqu'on est jeune. Je pars du principe que si je dois le choper, je vais le choper, et si je dois mourir, je vais mourir. Alexandre, lui, est biologiste. Tous les jours, il rencontre des jeunes qui ont des stratagèmes bien réfléchis pour être contaminés. Il souhaite rester anonyme pour ne pas perdre la confiance de ses patients. Certains s'échangent des adresses en fait où il y a des risques de contamination avec l'application Tous Anti-Covid, où en fait ils se disent à tel endroit ça a sonné quand je l'ai porté, donc c'est des endroits à risque de contamination, allez-y, un peu comme avec Pokémon Go, allez dans ces lieux-là, ils sont à risque de contamination. Et on les revoit, nous, au laboratoire, 5-6 jours après, en disant, bah voilà, j'ai été dans un endroit où je suis à risque d'exposition, est-ce que je suis positif? Comme ça, je serai tranquille et on me laissera tranquille pendant 6 mois, j'aurai pas besoin de me faire vacciner, j'aurai eu le virus et j'aurai mon pass sanitaire. Les convictions de ces jeunes sont inébranlables, malgré les chiffres de la 4e vague à l'hôpital. Aujourd'hui, 85% des hospitalisations sont des non-vaccinés. On va en parler avec notre invité François-René Pruvot. Bonjour, vous êtes professeur de médecine, président de la conférence des présidents de commissions médicales et d'établissements de CHU. Votre réaction à ce phénomène, qui est un vrai phénomène, est-ce que clairement se faire contaminer, ça peut être une alternative au vaccin dans cette crise sanitaire quand on est jeune et qu'on estime avoir moins de risques de finir à l'hôpital? Alors sûrement pas. Médicalement, c'est faux. La protection offerte par la maladie est inférieure à celle du vaccin puisque, du point de vue sanitaire, les gens qui ont eu une infection Covid sont vaccinés entre 2 et 3 mois plus tard. Deuxièmement, c'est un énorme risque. On ne sait jamais de quoi est fait la physiologie de quelqu'un de jeune. Il peut être en surpoids sans le savoir. En tout cas, il peut faire une maladie grave et actuellement d'ailleurs, on retrouve en réanimation des jeunes non vaccinés qui parfois n'avaient aucun facteur de risque apparent. Donc il est plus virulent avec les jeunes, ce variant Delta. On a des chiffres, des données sur les jeunes touchés par le Covid. Non, il n'est pas forcément plus jeune, il peut plus virulent, mais les jeunes sont parmi ceux qui sont les non vaccinés en majorité. Donc c'est ceux que l'on va trouver actuellement dans les services de réanimation. Restez avec nous, François-René Pruvot. Michel Veviorka, préférer se faire infecter, prendre le risque donc d'avoir des symptômes et pas des moindres de la maladie plutôt que de se faire vacciner. Comment on l'explique chez ces jeunes? Bon, c'est d'abord une image totalement fausse de la science, c'est de la raison. Ce sont des gens qui croient savoir ce qu'est le vaccin parce que sur les réseaux sociaux, ils ont lu des choses qui leur disaient que c'était tout ça plus ou moins peu dangereux ou non dangereux. Enfin, on est dans la déraison et on est dans le non-débat. Si ces jeunes avaient la capacité d'échanger avec des gens sérieux,
qui leur parlerait normalement, un médecin, je dirais même un travailleur social, enfin quelqu'un qui pourrait leur parler, répondre à leurs questions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre-soi. Ce sont des mondes, ce sont des univers qui marchent ensemble, réseaux sociaux et pas seulement, c'est la bande de copains, c'est ce genre de choses. Et donc, quand vous êtes dans un univers, c'est l'entre-soi. Il y a un tout petit peu aussi, comment dirais-je, on se met en avant, vous voyez, j'ai pas peur, j'y vais, de gloriole comme ça. Mais c'est triste, c'est triste. Moi, je peux vous parler de cas. Je connais 2 cas de jeunes de 17-18 ans qui sont entre la vie et la mort. Il ne faut pas raconter d'histoire. Ouais, c'est aussi la réalité, mais c'est vrai que notamment, par exemple, dans des rassemblements, dans des rave-parties, on a parfois entendu des slogans de jeunes disant « même pas peur du virus ». Claire Aupetit, ça vous choque? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a raté pour que des jeunes comme ça n'aient toujours pas compris l'ampleur du problème? Quelques jeunes, évidemment. Mais c'est un phénomène quand même. C'est un phénomène qui vient, qui effectivement grossit. C'est malheureusement la bêtise de la jeunesse, on l'a tous été, mais là c'est grave. C'est vraiment extrêmement grave. Donc les parents doivent être là, leur expliquer, démontrer, les médecins aussi, et que des médecins, parce que nous oublions quand même de dire que si nous en sommes là, il y a aussi depuis 1 an et demi, avec certains médecins, sur les plateaux. Puisque nous avons découvert avec ce Covid qu'il n'y avait pas d'immunité, même chez les scientifiques et même chez les médecins. C'est vrai que ça peut semer le trouble. Jusqu'à là, nous avions vraiment confiance dans notre médecin traitant et nous avions confiance dans la science. Et ce Covid a fait découvrir sur les plateaux, entre autres, les divergences qui font que nous avons évidemment tous, à partir de ce moment-là, douté. Qui avait raison? Qui a encore raison? Et la jeunesse aime bien, ça fait partie évidemment de l'adolescence, d'être plutôt dans le contre qu'avec Il y a les débats, c'est vrai. Il n'empêche qu'on peut quand même se rattacher à des faits, notamment à des faits scientifiques. François-René Pruvot, à partir de 12 ans, parce que c'est à partir de 12 ans que la vaccination est ouverte en France, la balance bénéfice-risque est positive, mais à quel point? Parce que c'est souvent là-dessus qu'on entend, et on l'a encore entendu il y a quelques minutes avec Nicolas Dupont-Aignan, des débats qui sont politiques, alors qu'il y a quand même une réalité scientifique. C'est positif d'un point de vue médical. Si on est vacciné, on ne fera pas le Covid. Simplement, avec le variant Delta actuellement, on pense que la marge d'échappement n'est pas tout à fait de 5 à 8%, mais plutôt vers 15, peut-être 20%. L'exemple israélien vient de nous le rappeler. Et puis les enfants, en tout cas ceux qui sont scolarisés, notamment au lycée, au collège, au lycée, auront besoin de pouvoir aller en cours et de ne pas repartir dans des enseignements en distanciel. Donc c'est indispensable. Sinon, pour les enseignants et les collèges et les lycées, ça va être une cacophonie, une difficulté énorme d'organisation. Évidemment. Merci beaucoup François-René Pruvot d'avoir été notre invité. Merci également à Michel Veviorkas, sociologue, d'être intervenu dans le live week-end. Claire Aupetit, William Tay, vous restez. Mais peu à peu, donc, on retrouvera un temps de plus en plus ensoleillé au fil des jours et le milieu de la semaine sera estival, donc quasiment pour tout le monde. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. 10h30 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 150 manifestations organisées un peu partout dans le pays. Nouvelle journée de mobilisation pour les antipasses sanitaires. Les renseignements prévoient entre 150 et 200 000 manifestants opposés également à la vaccination obligatoire des soignants. 3 000 policiers et gendarmes mobilisés rien qu'à Paris. Faut-il craindre une radicalisation du mouvement et une fracture plus globalement dans la société? BFM TV a pu consulter les notes du renseignement territorial qui décrit notamment les profils assez précis des manifestants et des lieux où ils sont le plus déterminés. Et puis nous aurons tenu en haleine jusqu'au bout, mais ça ne passe pas pour les basketteurs tricolores. Échec sur la dernière marche face aux Américains. Les Bleus remportent finalement l'argent. 2 autres chances quand même de décrocher l'or avec les handballeurs et volleyeurs en finale aujourd'hui.
Un vent de colère, toujours là, malgré la validation par le Conseil constitutionnel. Ça n'a manifestement rien enlevé à la détermination des antipasses. Les services de l'intérieur s'attendent à une mobilisation identique ou presque à la semaine dernière. Ils étaient près de 200 000 selon les chiffres du gouvernement. BFM TV a pu consulter les notes du renseignement territorial qui permet de dessiner en détail le profil des manifestants. Anne Lorbance. 4e week-end de mobilisation, un mouvement qui ne désenfle pas et toujours les mêmes revendications. Vous avez d'une part ceux qui sont dans ce qu'on appelle la mouvance anti-vax, donc qui refusent le principe du vaccin, et vous avez une deuxième partie qui est majoritaire dans les manifestants aujourd'hui, qui refuse le pass sanitaire en disant qu'il est attentatoire aux libertés publiques. Au-delà des idées, le profil des manifestants s'avère hétérogène. C'est ce que révèle une note du renseignement territorial, datée d'une semaine, qui décrit la physionomie des cortèges. Cette note, elle explique qu'il s'agit en très grande majorité de familles, et notamment de familles avec enfants, et qui ne sont pas connues des services de renseignement ni des services de police. Au sein de ces rassemblements, on apprend également que les Gilets jaunes ne représentent que 10% des manifestants et que le mouvement protestataire se concentre principalement au sud de la Loire. Les services du renseignement territorial notent aussi la présence de militants de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Pour ce samedi, une autre note du renseignement prévoit une forte mobilisation. 150 à 200 000 personnes sont attendues dans tout l'Hexagone. Bonjour Angelo Bruno, merci d'être notre invité dans le Live Weekend. Vous êtes secrétaire régional SGP Unité Police. Il n'y a pas de leader dans ces cortèges, il n'y a pas de leader. Et il y a une fracture qui semble se dessiner entre ces manifestants et le reste de la population. Est-ce que vous craignez des tensions croissantes dans la société ? Bien sûr, on ne peut pas l'écarter en tout cas. On est à au 4e week-end de manifestation avec une mobilisation qui est toujours aussi importante. Donc on ne peut avoir que des craintes déjà par rapport au mois d'août qui est quand même exceptionnel pour ce genre de manifestation. On est plus quand même à la base sur une rentrée de septembre où derrière on s'attend à ce genre de manifestation. Donc oui, il y a des craintes au niveau des services de police. Claire Aupetit, députée La Reine de l'Eure, est toujours avec nous. Vous l'avez senti venir, cette fronde, en plein milieu de l'été. On le rappelle, 200 000 personnes sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Évidemment, ce n'est pas une majorité, mais c'est quand même un vrai mouvement. Au mois de juillet, au mois d'août maintenant. C'est un vrai mouvement, oui, évidemment. L'avoir senti venir, je dois dire, dans ma circonscription, non. Et pourtant, moi, c'est dans la ruralité. Et je dois dire que non. Les gens, dans la grande majorité, se font vacciner. Il n'y a pas de rébellion, nous n'avons pas de manifestation. Alors en Normandie, il y a Rouen, ça a toujours été une ville contestataire, mais c'est surtout à Rouen. Cet après-midi, il y en a là, il n'y en a pas à ma connaissance ailleurs. La semaine dernière, il y a eu une petite manifestation à Vernon, mais ils étaient 20 ou 30. Donc heureusement que dans la ruralité, non, ça ne prend pas, et les gens attendent et se font vacciner avec certains avec une petite hantise. Ils le font parce qu'il faut le faire, parce qu'ils ont envie de vivre. Mais il n'y a pas ce blocage que nous retrouvons et ces grandes manifestations comme à Paris. Il ne faut pas oublier quand même, ça n'a pas été signalé, mais que dans les familles que nous voyons dans les manifestations, vous avez beaucoup de catholiques intégristes. Et là, ils sortent. C'est la manif pour tous, c'est toutes ces personnes-là qui viennent en famille, qui se servent de leurs enfants en avant pour les mettre, alors que ces pauvres enfants... Qu'un adulte manifeste, je serais toujours pour. Je le défendrais si jamais un jour on ne pouvait pas. Mais se servir de ses enfants. C'est vrai que c'est toujours étonnant de voir ces images d'enfants qui tiennent des pancartes contestataires. C'est à la maison. Les adultes manifestent, ont leur opinion, ils ne font pas vacciner leurs enfants. Pour moi, c'est pas normal, mais ils le font. Mais venir dans une manifestation qui, malheureusement, vous avez des individus qui se servent de ces manifestations pour casser, pour faire, c'est irresponsable à mon avis. On ne se sort pas d'enfants quoi qu'il arrive à l'heure actuelle dans des manifestations. C'est vrai quand on regarde la cartographie du mouvement, au final il n'y a pas tant de gilets jaunes que ça, contrairement parfois aux images qu'on peut voir, mais c'est vrai que c'est peut-être surtout à Paris qu'ils se donnent rendez-vous, et c'est vrai qu'il y a la présence importante de familles qui viennent manifester avec enfants. Qu'est-ce que ça dit ça ?
En fait, il y a 4 agglomérats sur la question de la manifestation. Il y a la première partie qui est minoritaire, c'est la question des personnes qui sont anti-vax. La deuxième partie qui est majoritaire, qui constitue le gros bloc, c'est ceux qui manifestent contre le pass sanitaire et qui sont constitués des familles et qui respectent les 3 clivages que j'ai cités précédemment, sociaux, territoriaux et générationnels. Il y a une troisième partie qui est minoritaire, 10% de gilets jaunes. Il y a une quatrième partie qui agglomère tout, ce sont des manifestants anti-élites, politiques, médias. Et c'est pour ça que les journalistes ont autant de mal à couvrir les manifestations. Et en fait, la difficulté qu'a maintenant le président de la République, c'est de pouvoir s'adresser à ces personnes-là. Moi, si je prends le modèle précédent, donc celui de 2018 sur la question des gilets jaunes, parce que c'est une sociologie qui est similaire, c'est comment il peut s'adresser, hormis par un levier de politique publique. Seulement, il est contraint en période d'août jusqu'à au moins la fin août pour atteindre son cap de 50 millions de primo-vaccinés. Ensuite, après, il devra faire un choix parce qu'en fait, fin août, début septembre, on aura un tournant avec 2 agglomérats qui peuvent s'ajouter aux manifestants. En fait, quand on regarde les sondages d'opinion, il y a 3 agglomérats qui sont précisément les artisans commerçants, mais ceux-là ne pourront pas manifester parce qu'ils travaillent le samedi. La deuxième partie, ce sont les jeunes qui vont revenir de vacances. Et est-ce que si le protocole sanitaire est appliqué dans les écoles et qu'il y a une question de fracture dans les écoles, ces personnes-là seront encouragées à manifester. Il y a une troisième partie qui peuvent s'ajouter dessus, c'est les professions. Il peut y avoir des revendications sectorielles par profession, les syndicats, les soignants, les policiers, etc. Et le risque de cette mobilisation, c'est qu'en fait, plus on s'éloigne et plus on agglomère on s'éloigne de la question du pass sanitaire et plus on s'agglomère contre Macron, plus il y a un risque de violence et donc il y aura un tournant fin août, début septembre sur est-ce que la manifestation deviendra trop radicale ou pas. Angelo Bruno, vous êtes habitué comme ça à voir des familles en nombre dans des cortèges? On se souvient de la manif pour tous, mais pour gérer ça? Non, on n'est pas habitué, c'est un profil qu'il faut prendre en compte, parce que quand vous avez des enfants au niveau opérationnel, c'est d'autant plus compliqué d'intervenir, surtout quand vous en avez d'autres qui sont là pour faire dégénérer ces manifestations. Donc oui, ça va être encore un critère supplémentaire de difficulté, j'ai envie de dire, pour mes collègues qui vont être encore mis à mal et je ne doute pas qu'on sera toujours là pour la petite vidéo qui va bien pour les mettre encore plus à mal si derrière ça dégénère. Claire Aupetit, la présence des familles, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'huile sur le feu qui a été mise avec notamment le couac sur les écoles, les sorties scolaires, des enfants qui n'auraient pas leur passe sanitaire, qui en seraient privés? Je suis désolé, non, c'est vraiment une minorité. Tout peut être sujet. Ça peut être vexant quand même, quand on dit à une famille que votre enfant qui est mineur, etc., s'il n'a pas le passe sanitaire, il ne sera pas considéré comme ses autres camarades. Il sera considéré comme ses autres camarades, simplement le choix est fait par la famille de ne pas vacciner l'enfant alors qu'il pourrait l'être. Mais du coup, c'est l'enfant qui paye les pots cassés des parents. Mais ça, c'est de la faute des parents. C'est absolument pas la faute de la société, je suis désolé. Quand vous avez dans une classe, et il y en aura très très peu d'ailleurs, je pense qu'il va même dans des écoles entières, il n'y en aura pas. Mais quand vous avez que 4 ou 5 enfants qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent être quand même beaucoup plus contaminants pour les autres, nous sommes en société. Nous devons faire société. Et ça, c'est extrêmement important. Après, il y a le choix des parents. Après, quand l'enfant sera adulte ou un petit peu plus grand, il dira peut-être merci à ses parents. Ils seront peut-être au contraire en colère, mais ça c'est le choix, malheureusement, de l'enfant qui ne peut pas se décider avant sa majorité. Et ça, c'est... Voilà. Mais c'est la responsabilité des parents, mais absolument pas la de l'éducation nationale. Certainement pas. Bonjour Malika Bellarbi. Merci d'être notre invitée dans le Live Week-end. Vous êtes aide-soignante, responsable aussi du collectif national CGT. Pas question de vous faire imposer la vaccination pour vous, c'est ça ? Tout à fait, la CGT est bien claire, on ne peut pas nous imposer la vaccination. Je rappelle que quand même la CGT est pour la vaccination, mais l'obligation, je pense que ça c'est une grande erreur du gouvernement en ce qui concerne en plus, qui a été corrélé par l'avis du Conseil constitutionnel qui a fait passer pratiquement toute la loi relative à la crise sanitaire. Mais en ce qui me concerne en tant que représentante des salariés, je peux vous dire que sur le terrain, il y a une grande pression des professionnels qui sont vraiment en grande souffrance. Vous êtes vacciné, vous, personnellement ? Oui, moi, personnellement, je me suis fait vacciner parce que c'est un choix qui a été libre, réfléchi et volontaire de moi-même. Voilà, mais les professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner, il faut quand même aussi rechercher les causes. Vous savez, beaucoup de professionnels qui ont des gros problèmes de santé.
qui ne peuvent pas se faire vacciner. Ils ont à peine à voir des médecins pour avoir des avis sur la question vaccinale, pour voir si elles peuvent ou pas se faire vacciner. Il faut quand même rappeler aussi que beaucoup de services de médecine de travail sont fermés dans nos établissements. Nous avons à peine aussi, relative aussi aux préconisations des pouvoirs politiques de permettre aux soignants de se faire vacciner sur leur temps de travail, c'est impossible, parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a vraiment une grande sinistralité sur notre secteur. Il y a un manque et on comprend la surcharge de travail à laquelle vous êtes confrontés, bien sûr, et en particulier depuis 1 an et demi. Mais justement, est-ce qu'on peut être soignant et dire encore que le vaccin n'est pas la solution pour sortir de la crise? Et donc, vous allégez, vous les soignants? Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien sûr, ça peut être une solution, mais la solution aussi, monsieur, c'est que dans nos secteurs, je vous donne l'exemple de l'EHPAD où j'étais hier, quand vous avez 2 aides-soignants pour 40 résidents et qu'il y a un risque parce que le ministre se permet de dire qu'il faut protéger les personnes vulnérables. Mais les personnes vulnérables, d'accord, certes, avec la vaccination, mais aussi de donner les moyens au personnel. Comment vous pouvez que 2 aides-soignantes, par exemple... J'entends, Malika Bellarbi, mais pardon, ce sont quand même 2 sujets différents. Vous comprenez peut-être que ceux qui vous confient un malade autre que le Covid puissent s'inquiéter qu'il soit contaminé par un membre de l'équipe soignante, et on sait que c'est arrivé. Ça, vous en êtes pas, excusez-moi, ils ne se sont pas préoccupés lors de la première crise sanitaire où nous avons manqué de moyens, de masques, où on a mis quand même en danger nos vies et celles de nos résidents et de nos patients. D'accord, mais si on parlait un peu des prochaines semaines, des prochains mois pour sortir de cette crise sanitaire. D'accord. Alors, si on est pour la vaccination, il faut laisser la liberté aux soignants de se faire vacciner. Vous pouvez dire aux pouvoirs politiques qui se sont tous amenés à voter la majorité cette loi relative à la crise sanitaire, c'est d'aller sur les terrains, d'aller voir les soignants, de les soutenir, de les sensibiliser. Et je pense que ça aussi, ça amènerait quand même à la vaccination des soignants. Sachez quand même une chose, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, nous étions quand même 80% dans nos EHPAD à ne pas être vaccinés. Aujourd'hui, au regard de moi, mon observation empirique et l'enquête que j'ai menée dans mon département, nous sommes quand même à 30% aujourd'hui. Évidemment, la campagne de vaccination progresse. Il y a 600 000, 700 000, parfois plus d'injections par jour. Et il faut le rappeler. Mais justement, pour sortir de cette crise sanitaire, est-ce que vous ne souhaiteriez pas, dans un monde idéal, peut-être que tout le monde soit vacciné et immunisé? Et dans ce cas-là, pourquoi on n'y va pas directement? Oui, d'accord, mais vraiment, moi, je reste quand même sur mon idée, c'est de laisser le choix à ces professionnels. Et je pense que s'il y a de la considération, s'il y a aussi, je répète encore une fois, et ça a été dit par beaucoup d'acteurs qui sont intervenus dans les médias, de la prévention, de la sensibilisation. Je vous assure qu'on va y arriver. D'ailleurs, M. Macron fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, là, donc il est en train de faire une communication de prévention, mais je pense que les soignants aussi, ils en ont besoin, parce qu'aujourd'hui, on nous oblige et on risque de perdre aussi notre travail. Bon, pas moi, parce que bon, j'ai été vaccinée, mais mes collègues risquent de perdre leur travail, parce qu'il y en a qui sont contraintes, parce que pour des raisons de santé, elles ne peuvent pas se faire vacciner. Il y en a des personnes qui ne sont pas convaincues, qu'il faut convaincre, mais pas dans un rapport de force. Mais je vais vous dire... On a compris les arguments. Juste, Malika Bellarbi, j'aimerais faire réagir, parce qu'on a une députée de la majorité avec nous, Claire Aupetit. Vous entendez les arguments des soignants qui sont opposés à l'obligation vaccinale. Est-ce que c'est une erreur de l'imposer, cette vaccination pour les soignants? Non, c'est certainement pas une erreur. Et le droit du malade d'avoir quelqu'un qui vous soigne et qui soit vacciné? Est-ce que nous avons, puisque vous êtes hospitalisé ou vous devez vous faire soigner, là, et on ne peut pas demander à une infirmière ou un infirmier s'il est vacciné ou pas. Nous lui faisons confiance. Mais quand vous avez entendu tous, je suppose, depuis 48 heures quand même, le docteur Laurence Morin d'Aix-en-Provence, qui expliquait ce qu'elle a vécu, ce qu'il y a, combien d'infirmières et d'infirmiers ont malheureusement... Là, il n'y avait pas les vaccins, ils y sont absolument pour rien, évidemment, ont quand même contaminé des patients. Nous avons le droit. Comme moi, ce qui m'interroge énormément, ce sont aussi sur les infirmières et les infirmiers libéraux. J'espère qu'ils seront bien aussi contrôlés
puisque nous ne pourrons pas, nous, si nous avons besoin de nous faire soigner à domicile, nous n'avons pas le droit de demander à une infirmière ou un infirmier s'il est vacciné. Mais que nous soyons sûrs. La question de la confiance, moi, j'ai justement. besoin de savoir que la personne qui va m'apporter mes soins, qui va me toucher, qui vont peut-être soigner sur une plaie et tout, soit vaccinée et ne viennent pas me contaminer. Malika Belarbi, vous entendez aussi cet argument, le droit du patient à avoir confiance en son médecin. Oui. J'ai entendu la députée de l'heure. Oui, effectivement, je vous ai entendu. Vous avez parlé qu'on est irrationnel. Excusez-moi, je perds mon mot. Je trouve que, madame, je penserais que ce serait bien que vous veniez un peu sur le terrain et voir ce qui se passe. Je vous assure que j'y vais. Non seulement, laissez-moi vous m'interpeller. Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un, s'il y a une députée qui est sur le terrain, c'est bien moi. Et je peux même vous dire que j'ai fourni des blouses, des masques, tout pour les infirmières dans ma circonscription quand il n'y en avait pas. Donc vraiment, je suis sur le terrain et c'est justement pour ça. Juste la dernière réponse donc, de Malika Belarbi. Oui, je suis désolée, mais bon, j'ai été coupée. Donc, madame, je veux bien, d'accord, on veut se faire vacciner, mais mettez les médecines de travail, ouvrez les médecines du travail, donnez les moyens en direction de gérer cette loi relative à la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, lundi, ils sont tous quand même, on va tous en souffrance, parce que comment on va gérer les entrées, les sorties des familles qui ne sont pas vaccinées, des soignants, parce que effectivement, vous avez mis un bémol pour qu'on puisse être vacciné au 15 novembre. Mais moi, j'ai une soignante qui m'a appelée hier pour me dire Malika, on me demande d'amener un test PCR, donc je ne comprends plus rien. Donc, il faut peut-être avoir une bonne gestion sur l'organisation en lien avec votre loi que vous avez imposée pour permettre de juger les soignants d'être irrationnels. Merci. Franchement, ça m'a choquée, madame. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Les manifestants, on l'a entendu. Merci beaucoup, Malika Belarbi. Merci beaucoup, Claire Aupetit, d'avoir été notre invitée dans le Live Weekend. Merci beaucoup, Malika Belarbi. Cette image qu'on voulait vous montrer, parce que ça se passe aussi aujourd'hui, des cafés et des restaurants rideaux baissés, une soixantaine à Cambrai. Cette fois, c'est de leur fête pour protester contre l'élargissement du pass sanitaire dès lundi à leurs établissements. Balance ton QR code, voilà leur slogan. Ils refusent d'avoir à contrôler ces passes malgré l'obligation. On sera avec l'un d'eux pour bien comprendre leur état d'esprit dans 10 petites minutes maintenant dans le journal de 11h. En bref, cette information qu'on voulait vous donner aussi, et c'est une bonne nouvelle, 29 médailles acquises désormais pour les tricolores. Les filles du basket ont bien digéré leur déception de la demi-finale en décrochant finalement la deuxième médaille olympique de leur histoire, le bronze, en battant la Serbie. On sera avec nos envoyés spéciaux à Tokyo pour le résumé de tous ces JO dans le journal de 11h également. Mais tout de suite, c'est l'infotrafic. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et l'état de circulation sur les routes, c'est rouge sur l'ensemble du territoire. Un départ en vacances très compliqué, noir même en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, c'est rouge tout autour de la côte méditerranéenne et c'est orange sur le reste de l'Hexagone. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et les vacances, justement, on y va. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est déjà la fin des vacances pour certains, mais ils en ont bien profité, notamment en Bretagne, au camping. C'est là qu'on vous retrouve, Célia Juste-Freddy. L'heure de plier bagages à Saint-Malo. Oui, ça y est, hein, c'est la fin, ça a un petit goût de nostalgie. Vous pouvez le voir ici, on remballe la tente entre deux averses, car même si je dis depuis ce matin qu'il fait beau, il y a quand même des nuages et certaines averses. Alors c'est le moment des derniers préparatifs, on range tout, on met dans la voiture pour partir. Alors je suis avec Denis. Denis, vous avez passé des bonnes vacances quand même à Saint-Malo? Oui, très bonnes vacances, il fait toujours beau en Bretagne. Vous m'avez pas dit ça tout à l'heure, hein? Mais oui, mais regardez, le soleil se perd.
Donc là, c'est le moment du retour, pas trop triste? Non, pas du tout. En Normandie, il fait très beau aussi, alors il n'y a pas de problème. Non, c'est pas bien. Non, la Bretagne, c'est un beau pays. Une belle région. Vous reviendrez? Ah bah, je suis obligé de revenir, ma fille habite ici. Je suis obligé. Donc voilà, ici on finit les derniers préparatifs, donc direction Normandie pour Denis. Ici on s'attend à un gros chassé-croisé dans la journée pour ce samedi dit rouge dans le sens des départs. On s'attend ici à une centaine de départs, une centaine d'arrivées. Il faut savoir qu'il y a 220 emplacements. Il y aura donc 600 personnes à peu près à la fin de la journée. La Bretagne, ça vous gagne. Merci beaucoup Célia Justfredi avec Amine Mohamed à Saint-Malo pour BFM TV. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo avec 3 départements, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie qui passent en vigilance orange, pluie, inondation. Ces pluies parfois intenses se produiront notamment dès cet après-midi sur des sols déjà saturés d'eau. Les prévisions complètes avec Guillaume Séchet. Trop chaud? Ventilez votre intérieur en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Un samedi très pluvieux aujourd'hui avec de la pluie notamment entre le sud-ouest et les régions de l'est ce matin, notamment vers Clermont-Ferrand. Et cet après-midi, eh bien, cette zone de pluie va se décaler vers l'est et l'on pourrait avoir des cumuls vraiment importants. Équivalent en fait à un mois de précipitation en seulement 24 heures vers le nord des Alpes. Il est prévu jusqu'à localement 70 mm. Alors on doit en fait cette perturbation à un conflit entre l'air chaud qui remonte d'Afrique du Nord, d'où d'ailleurs ces incendies sur l'Italie ainsi que la Grèce et la Turquie, et l'air beaucoup plus frais qui descend des îles britanniques. Un conflit vraiment très important. D'où cette perturbation très active avec ces pluies ce matin entre le Pays Basque et les régions de l'Est. Et cet après-midi, donc cette zone de pluie va basculer vers l'Est, poussée par l'air frais, avec donc de fortes précipitations entre la vallée du Rhône, le nord des Alpes et l'Alsace. Donc à l'arrière, un ciel de traîne avec des éclaircies, des averses fréquentes, parfois fortes, et des températures toujours aussi fraîches. Alors la fraîcheur va persister demain, mais les nouvelles sont plutôt bonnes puisque progressivement donc la situation va s'améliorer. Alors demain matin, on aura des températures assez basses, quasiment partout sauf sur la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, donc c'est stationnaire par rapport à aujourd'hui, mais donc je vous disais la situation s'améliore peu à peu par le sud. Avec donc une journée de lundi plutôt ensoleillée sauf dans l'extrême nord. Journée de mardi estivale et une remontée progressive des températures donc au fil des jours, à tel point qu'on pourra parler donc de chaleur quasiment partout à partir de mardi et une moyenne de 29 degrés dès mercredi. C'était la météo avec Dyson. Ventilez votre intérieur avec le purificateur d'air Dyson. Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus, nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo, à suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Vous voulez tous un monde plus juste, vous voulez tous un monde moins cher et vous voulez tous un monde plus proche. Bon, vous voulez tous un monde nickel, quoi. Alors c'est simple, il suffit d'entrer chez un buraliste. On est déjà 2 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte. Nickel, un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Rejoignez le mouvement. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait! Embarquez avec la première brume déodorante Ushuaïa certifiée bio à la vanille de Madagascar. C'est ici que nous cultivons notre vanille bio. Formule 99% d'origine naturelle, diffusion à l'air plus respectueuse de la planète pour 24 heures d'efficacité. Nouvelle brume déodorante Ushuaïa certifiée bio. Ushuaïa, engagée par nature.
Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo. Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. Chez Kabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Kabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur kabaya.fr. Louez un bateau cet été avec Click & Boat. Plus de 40 000 bateaux dans le monde. Bateaux à moteur, voiliers, catamarans, avec ou sans skipper. C'est simple et jusqu'à 30% moins cher. Naviguez avec clickandboat.com, leader de la location de bateaux. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne. Voici les 3 grands titres de l'actualité ce jeudi matin. Avec les chaînes locales de BFM. Bonjour Littoral, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti pour les titres. Merci de passer un moment avec nous. BFM en région. Info, trafic, météo, sport, loisirs. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bientôt 11h sur BFM TV, soyez les bienvenus dans le live week-end. De nouvelles manifestations contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. Les slogans n'ont pas changé. Les opposants au pass sanitaire se réunissent pour le 4e samedi consécutif, un peu partout en France, malgré la validation de la loi par le Conseil constitutionnel et son entrée en vigueur dès lundi. À Cambrai, opération ville morte des restaurateurs pour protester. Plutôt covidé que vacciné, c'est le nouveau phénomène à la mode chez certains jeunes pour bénéficier du pass sanitaire sans vaccin. Mais c'est surtout un vrai danger alors que les jeunes, justement, sont de plus en plus nombreux à l'hôpital, sans parler des Covid longs qui les touchent. Et puis les JO avec une 29e médaille acquise pour la France. Les basketteuses décrochent le bronze. C'est de l'argent pour leurs collègues masculins assez déçus d'avoir échoué de peu face aux Américains. 2 titres olympiques sont encore en jeu. Aujourd'hui, les handballeurs et les volleyeurs qui jouent tous les deux leur finale. Plus de 150 rassemblements annoncés aujourd'hui encore, malgré la loi validée et promulguée. Les opposants au pass sanitaire ne désarment pas pour le 4e samedi consécutif. Les manifestants sont-ils en voie de radicalisation? On assiste chaque week-end en marge des cortèges à des débordements et des insultes aussi contre ceux qui ont choisi de se faire vacciner. Hilal El Aflay. Comportements violents et insultes. Depuis la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet, le personnel du mémorial de Caen, chargé du contrôle des visiteurs, s'est déjà fait insulter à plusieurs reprises, souvent traité de collabo. Pour nous, salariés du mémorial, c'est particulièrement blessant. J'imagine que l'individu qui a sorti ça
peut-être n'avait même pas conscience du poids de ce qu'il disait. Des comportements qui illustrent une fracture dans la société, selon ce spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez d'une part ceux qui sont dans ce qu'on appelle la mouvance anti-vax, donc qui refusent le principe du vaccin, et vous avez une deuxième partie qui est majoritaire dans les manifestants aujourd'hui, qui refuse le pass sanitaire en disant qu'il est attentatoire aux libertés publiques. Une opposition qui peut basculer dans la violence selon plusieurs syndicats de police. On sent que ça va du coup radicaliser certaines personnes qui vont prétendre qu'ils ne sont pas entendus et que justement le mieux c'est d'aller dans la rue et de manifester son mécontentement. Après effectivement il y a quand même eu des échauffourées, des actes de violence la semaine dernière, on voit que ça monte crescendo. Des manifestations anti-pass sanitaire surveillées de près par les autorités. Ensuite, cette journée de mobilisation, le 4e samedi consécutif, on l'a dit, contre le pass sanitaire, mais aussi contre l'obligation vaccinale pour les soignants. On va en parler avec nos invités, William Tay, président du think tank Le Millénaire, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France, Angelo Bruno, secrétaire régional SGP Unité Police. On évoquera notamment ce risque de radicalisation ou en tout cas de fracture dans la société. Et Benjamin Rossi, parce que c'est important aussi d'avoir votre opinion, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. William Tay, 4e samedi consécutif. Ça y est, la loi a été validée, promulguée. Le pass sanitaire, ça sera lundi une réalité. Et pour autant, les autorités s'attendent à une mobilisation similaire à celle du week-end dernier. Comment on l'explique ? Il y a 3 points précis sur la question de la manifestation. Le premier, c'est que les gens manifestent pour la question de la liberté, mais je ne pense pas que ce soit la question la plus importante. Les gens manifestent surtout parce qu'il y a une rupture d'égalité entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés. Et on sait depuis Tocqueville que la passion égalitaire française c'est la plus grande cause mobilisatrice. Et donc, en fait, il est vraisemblable que jusqu'à la fin août, on ait un nombre de mobilisations, un nombre de personnes qui manifestent dans la rue qui soit similaire, aux alentours entre 150 000 et 200 000. Et on assistera à un tournant fin août, début septembre, en fonction de l'évolution du risque épidémique. Soit ça partira à la hausse, soit ça partira à la baisse. Et là, en fait, le gouvernement devra prendre des mesures de politique publique si par cas les manifestations restent d'ampleur. Si on prend en comparaison, lors des Gilets jaunes, en décembre 2018, Emmanuel Macron avait annoncé ses annonces à 12 ou à 19 milliards d'euros pour calmer la mobilisation. En fait, il doit s'adresser au cœur majoritaire, donc ceux qui manifestent contre la question du pass sanitaire. Il a à peu près 3 leviers. Parce que si on prend le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a pris des mesures égalitaires. Il a pris la question du confinement et la question du couvre-feu qui touche exactement toutes les personnes. Et il y a eu beaucoup de mobilisations, même s'il y avait eu quelques manifestations qui étaient plutôt mineures. Donc soit il devra rendre la vaccination obligatoire, si par cas le risque épidémique sera plus important. Et si la question épidémique baisse un peu, il va prendre soit 2 mesures, soit au choix, soit complémentaires. Soit il devra revenir sur la question de l'extension des passes dans la vie quotidienne, bar, restaurant. Soit il devra rendre les tests gratuits, alors qu'ils seront payants à partir d'octobre. Angelo Bruno, que sait-on des profils de ces manifestants et qu'est-ce que ça dit peut-être de leur détermination à poursuivre ces journées de protestation samedi après samedi ? Des nouveaux profils, comme on l'a expliqué tout à l'heure, hein, de nombreuses familles qui viennent avec leurs enfants, donc des problématiques au niveau opérationnel. Des gens aussi qui, lors des 3 premières manifestations, avaient encore espoir que le Conseil constitutionnel ne valide pas. Donc aujourd'hui, ils seront dans une mentalité autre en sachant que lundi, ça sera une mise en place. Donc on a aussi des risques peut-être de surenchère par rapport à cette nouvelle et le risque il est aussi pour la rentrée puisque là les chiffres le montrent, on n'a pas beaucoup de participation des gilets jaunes, donc tout ça va venir s'accumuler à la rentrée avec tous les mouvements sociaux qui en découlent depuis de nombreuses années, quoi. Benjamin Rossi, vous l'infectiologue, quel regard vous portez sur ces récalcitrants au pass sanitaire ? En fait, alors ça dépend parce qu'il y a effectivement 2 types de profils. Il y a ceux qui sont contre la vaccination et il y a ceux qui sont contre le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est une mesure politique pour inciter à la vaccination. Il y en avait d'autres qui étaient possibles. C'est celle-là qui a été choisie. Et je pense qu'il y a une certaine forme de paternalité de dire si vous ne vous êtes pas vacciné, vous êtes privé de sortie, qui ne plaît pas à une partie de la population, qui voit une restriction des libertés. Et là, il y a un débat qui peut se mener, etc. Mais après, il y a ceux qui sont contre la vaccination. Moi, c'est plus à eux que je peux m'adresser parce que c'est là où est le problème principal actuellement. Ce pass sanitaire a été fait pour pousser les gens à la vaccination. Il y a une pensée irrationnelle anti-vaccin qui existe et qui a toujours existé alors que le vaccin est une des rares choses qui a augmenté l'espérance de vie avec les antibiotiques, ça a fait éradiquer beaucoup de maladies. Ce vaccin, on a quand même du recul. Donc que je comprenne
Quand là, je vois actuellement à l'hôpital les gens qui s'accumulent et qui ne sont pas vaccinés et qui sont en train de revenir là, avec cette quatrième vague, quand je discute avec eux, je leur dis pourquoi vous n'êtes pas fait vacciner. Ce que je vois, c'est la peur. Et en fait, ils sont terrorisés à l'idée de... Ils étaient terrorisés aussi par le Covid, mais terrorisés à l'idée de se faire vacciner. Ça a été produit rapidement, etc. On commence à avoir énormément de recul. On a rarement eu autant de données sur un médicament, puisque on a rarement utilisé un médicament avec autant d'ampleur. Il y a jamais les vaccins ont eu des effets au long cours, donc il n'y a aucun risque que celui-là en ait au long cours. Donc il faut rassurer les gens, il faut les pousser à se vacciner. Après, le pass sanitaire, une fois que tout le monde sera vacciné, il ne sera pas forcément nécessaire. Évidemment, évidemment, c'est un outil pour y arriver, mais il y a encore du chemin, même si la majorité maintenant des Français, ça fait plusieurs jours, a eu ces 2 doses. Juste dans votre hôpital, rapidement, est-ce qu'il y a beaucoup de patients vaccinés, de patients Covid, parce que c'est parfois ce qu'on entend de personnalités politiques notamment qui disent oui, le vaccin, ça nous empêche même plus Non, on en a d'aller à quasiment pas. l'hôpital. Les seuls patients Covid qu'on voit à l'hôpital sont... Enfin, il peut toujours avoir des exceptions, mais là, ce qu'on voit, c'est surtout des gens qui ont d'autres pathologies, donc des greffés d'organes ou des patients qui ont des cancers sous chimiothérapie et qui répondent pas bien à la vaccination. On sait très bien que la réponse à la vaccination est très mauvaise puisqu'ils ont moins d'anticorps, moins de lymphocytes qui peuvent produire des anticorps. Donc c'est surtout eux comme vaccinés qu'on peut avoir, sinon c'est que des non-vaccinés actuellement qu'on a. Après, on n'a pas tant de patients que ça pour le moment, mais en fait, on est très vite débordé parce qu'on n'a plus du tout de capacité en personnel soignant. Et ça, c'est vraiment le deuxième problème de cette crise, c'est que c'est une crise des soignants. C'est-à-dire que là, on voit que en fait, l'État a mis beaucoup d'argent pour pouvoir garder des activités fermées, comme la restauration, mais ils n'ont pas mis autant d'argent pour garder des activités ouvertes comme l'hôpital. Et c'est problématique. Aujourd'hui, une infirmière, elle gagne son salaire en 2 jours de vaccination en libéral, son salaire hospitalier, donc pourquoi travailler 20 jours à l'hôpital? Donc en fait, il y a aussi une inégalité qui se fait entre les soignants, entre les libéraux, entre les hospitaliers, et ça affaiblit énormément nos équipes, on n'a plus de personnel pour... Et ça alimente la fronde. Bernard Cohen-Haddad, il y a aussi... un certain nombre d'employés, de salariés qui sont concernés par le pass sanitaire, alors certains même par l'obligation vaccinale, mais est-ce que aussi chez ces salariés il y a des récalcitrants ? Bien entendu, le débat sur la vaccination, sur le pass sanitaire, ainsi que sur le déclassement social, parce que les mouvements aujourd'hui que l'on a tous les samedis, c'est aussi une alerte sur le déclassement social. Il existe dans l'entreprise, ça fait partie d'un débat, et ce débat sur l'obligation de vaccination, il est présent, bien entendu, dans le monde de l'entreprise. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui à travers cette manifestation, ou ces manifestations, c'est plutôt que le pass sanitaire est l'étendard de l'agrégation d'un certain nombre d'attentes liées à une vie moins agréable, à une inquiétude, aussi à une contestation, vous l'avez annoncé, de l'autorité et du rôle de l'État. Et c'est pas ce qui va aider l'économie, c'est pas ce qui va nous aider à plus de solidarité. On voit bien qu'il y a une radicalisation, une sorte de populisme. On le vit aussi dans l'entreprise, où c'est pas toujours facile, lié à l'autorité. Vous savez, la relation de contrôle du chef d'entreprise et son pouvoir, c'est extrêmement important. Donc, on a un système extrêmement trouble et le pouvoir est aujourd'hui contesté, y compris celui de l'entrepreneur. Bonjour Guillaume Gergaud, merci d'être notre invité dans le live week-end. Vous êtes responsable d'une salle de réception. Vous soutenez ce mouvement Balance ton QR code avec cette 60aine d'établissements, restaurants, bars, cafés fermés aujourd'hui à Cambrai pour protester justement contre le pass sanitaire. Pour quelles raisons ? Alors, je vous reprends tout de suite. On ne proteste pas contre le pass sanitaire. On proteste contre le contrôle du pass sanitaire. C'est complètement différent. Nous sommes pour la vaccination, nous sommes pour le pass sanitaire. Mais maintenant, ce qu'on regrette, si vous voulez, c'est on nous demande à nous, restaurateurs, de faire un travail qui n'est pas le nôtre, donc qui est le contrôle du pass sanitaire. Donc simplement pour la précision, pour être sûr que je comprenne bien, en effet, vous préféreriez que ce soit des policiers directement qui viennent contrôler aléatoirement, peut-être en terrasse, en salle, c'est ça ? Je pense qu'à chacun son travail. Nous, on est là pour faire passer un bon moment à nos clients. On est là pour les servir, passer vraiment des moments agréables. On n'est pas là pour les contrôler. Hormis le contrôle, c'est le temps que ça va passer. Imaginez-vous arriver au restaurant, sortir votre QR code, sortir votre téléphone de votre poche, le mode papier. Je vais parler maintenant de mon métier dans la restauration événementielle, le mariage par exemple. Comment refuser par exemple la grand-mère qui n'a peut-être pas son papier avec elle. Comment, au bout de la 2e dose, il faut les 7 jours. Est-ce que quelqu'un qui a fait ces 2 doses mais qui n'est pas dans cette période de 7 jours, est-ce qu'on le refuse? Est-ce qu'on va refuser un témoin, etc. Donc ça, c'est assez compliqué pour nous. Alors effectivement, on fait quand même un travail en amont. On va prévenir les mariés. On demande que chaque invité soit au courant.
Mais nous, c'est très compliqué de recevoir l'ensemble de nos clients voilà, avec nos téléphones, le contrôle et faire passer les gens un à un dans une salle. Voilà. Et évidemment, on comprend ces complications supplémentaires. Personne ne dira l'inverse. Mais est-ce que c'est peut-être pas aussi le prix à payer pour avoir ces fameux sanctuaires, pour reprendre le mot de certains, dans des établissements sans Covid, est-ce que ce n'est pas un peu plus sain même pour les clients? Mais je suis d'accord avec vous. Mettons en place effectivement ce pass sanitaire. Mais faites des contrôles aléatoires, faites venir les forces de l'ordre dans nos établissements pour contrôler, mais c'est pas à nous de le faire. On n'aura pas le temps, ça va être juste ingérable. Au niveau des terrasses, on a à l'air libre. Pourquoi ne pas laisser les terrasses sans pass sanitaire? Pourquoi pas dans nos établissements fermés, mais vraiment tout ce qui est à l'air libre, ça va être compliqué. Juste un mot en plateau, justement, par rapport à l'air libre, Benjamin Rossi, pardon, on va continuer la discussion, mais juste, oui, pour qu'on comprenne, en terrasse, est-ce qu'il y a vraiment un risque de s'infecter? En fait, tout dépend de la densité. C'est toujours pareil, c'est une problématique de densité. On sait que, par exemple, le variant Delta il y a une charge virale qui est vraiment très élevée, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, les tests antigéniques marchent très bien sur le variant Delta, puisqu'il y a tellement de charge virale qu'on n'a pas besoin de l'amplification qu'offre la PCR. Donc en fait, il y a une charge virale très importante. Donc si les gens sont tous collés les uns aux autres, même si c'est l'air libre, ça peut circuler. Après, si les gens sont il y a un peu plus de distance, il y a moins de risques. Évidemment. Guillaume Gergaud, voilà pour les explications sanitaires sur la diffusion de l'épidémie, y compris à l'extérieur, contrairement, et c'est vrai, à ce qu'on avait beaucoup entendu parfois, mais on peut avoir du mal à comprendre aussi la logique avec ce mouvement, ces restaurateurs qui ferment, une 60aine quand même, après avoir dû parfois fermer de force pendant 1 an et demi. Il n'y a pas la volonté d'accepter de nouvelles restrictions, si ça peut permettre justement d'avoir une activité normale ou presque? Je répète, on n'est pas contre le pass sanitaire, on est contre le contrôle du pass sanitaire. Oui, mais vous comprenez que s'il n'y a pas de contrôle, le pass sanitaire, ça ne veut rien dire. On comprend, mais oui, on sait bien, on sait très bien, si vous voulez, que le gouvernement fait ce qu'il peut et chacun fait ce qu'il peut. Mais maintenant, demain, si vous venez avec un QR code frauduleux, l'amende, elle est pour nous quand même. Faut pas oublier ça. Donc, on est toujours un petit peu sanctionné. Donc, on fait appel à notre personnel, à nous-mêmes pour faire ces contrôles-là. On fera le nécessaire, on le fera parce que ce sera obligatoire et on le fera bien. Mais sachez que ça va être très compliqué. Et c'est un petit peu de ce côté-là où on peut. Est-ce que le personnel a déjà bien commencé à se faire vacciner? Parce que c'est important aussi. On pense notamment à certains de vos collègues comme à Mandelieu-la-Napoule qui ont dû fermer l'établissement parce qu'il y avait eu des clusters parmi les employés, notamment à cause de ceux qui n'étaient pas vaccinés. Alors, effectivement, le personnel se fait vacciner, donc ça prend un peu de temps, il faut savoir ça aussi. Ensuite, dans l'événementiel, on travaille beaucoup avec des extras. Donc là, il va falloir faire le choix entre les extras vaccinés et les extras non vaccinés. Il faut aussi convaincre, donc nous, on essaye aussi de les convaincre de ce côté-là. Voilà, c'est tout un travail en amont. Je vous avouerai qu'on verra un petit peu au fil du temps ce que ça dit, parce que bon, voilà, il y en a qui attendent leur 2e dose, plus les 7 jours, donc tout ça, ça va prendre un peu de temps. Juste une dernière question, juste une dernière question, on peut comprendre que ce soit quelque chose, un contrôle supplémentaire, que ce soit compliqué, étant donné votre position, mais est-ce que ça ne serait pas un effort qui en vaut la chandelle? Clairement, comment on peut faire pour s'en sortir de cette épidémie? Je suis d'accord avec vous, on fera le nécessaire, on est là à côté du gouvernement pour que tout se passe bien et qu'on fera notre métier. Mais il faut juste être un petit peu indulgent avec notre métier. On en demande beaucoup et ce contrôle on le fera dans ce qui doit être fait se fera, si vous voulez. Mais il faut aussi nous comprendre que dans la pratique, au quotidien, ça va être très compliqué. Et c'est ça qu'on peut regretter. Et on a peur des amendes qui peuvent nous tomber dessus, si vous voulez, avec le temps, quoi. J'ai juste une dernière question finalement qui me vient, Guillaume Gergaud, si vous le permettez. Alors, vous n'êtes pas concerné aujourd'hui parce que vous ne travaillez pas, mais vous soutenez le mouvement. Ces restaurateurs qui baissent leur rideau aujourd'hui par peur d'avoir des amendes, ils bénéficient toujours des aides de l'État ? Alors, les aides ont été diminuées. Donc, si vous voulez parler un petit peu des aides, effectivement, on a été aidés et on remercie encore le gouvernement pour ces aides significatives. Mais il ne faut pas oublier aussi, c'est que nous, la profession, on a aidé
le pays à éviter de se contaminer. Donc l'effort a été fait aussi par notre métier. Donc ça, faut bien s'en rappeler. La majorité de nos confrères, collègues ont perdu énormément d'argent depuis 1 an. Donc l'aide a été des deux côtés, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup Guillaume Gergaud d'avoir été notre invité dans le Live Week-end, donc depuis Cambrai, avec cette opération de protestation contre les contrôles du pass sanitaire par les restaurateurs. Balance ton QR code. Bernard Cohen-Haddad, vous avez suivi cet échange. La fronde de ces restaurateurs qui disent on est un métier d'accueil, nous, et c'est pas notre rôle de contrôler la petite mamie peut-être qui n'aurait pas son papier avec elle. Il n'y a pas que les grands-mères, il y a ceux qui vont au restaurant aujourd'hui, et je l'ai vu encore hier soir, et qui viennent sans masque. C'est pourtant depuis un certain nombre de mois qu'on dit que quand on va dans un espace clos, il faut porter le masque. Donc c'est un problème de civisme sanitaire. Je crois qu'il faut aussi un peu de responsabilité, à la fois chez les clients et chez les restaurateurs. Mais on comprend que ce pass sanitaire, qui n'a pas été voulu par nos entreprises, il faut quand même le dire, on aurait préféré que tout le monde soit vacciné. C'est une contrainte supplémentaire, mais on n'est pas des policiers. Le rôle des policiers, c'est pas non plus de contrôler le pass sanitaire dans les restaurants. Il faut aussi un peu de raison. C'est plutôt d'assurer l'ordre public. Et moi, si je ferme mon rideau aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai le pass sanitaire à contrôler dans mon établissement, c'est parce que j'ai des manifestations et pour éviter qu'on casse ma vitrine. C'est plutôt ça la réalité. Donc ne nous trompons pas de cible. La dictature sanitaire, c'est pas, comment dirais-je, l'État, c'est pas les règles, c'est pas nos organisations, c'est plutôt le virus. Il faut remettre les choses en place. Mais c'est vrai que c'est une contrainte, c'est vrai que c'est pas facile. On a affaire à des clients qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas que l'on montre leur pass ou que l'on ait tout simplement un certain nombre de données. Mais aujourd'hui, je l'ai vu encore hier et même ce matin de bonne heure, avoir à travers un téléphone contrôler un pass, c'est vrai que c'est du temps, mais c'est aussi de la relation commerciale, c'est une façon de dialoguer avec nos clients. Voyons le positif, c'est pas merveilleux, on en a au moins jusqu'au 15 novembre, essayons de le faire en bonne intelligence et dans la solidarité. Angelo Bruno, en tout cas, c'est un motif de tension supplémentaire aussi, ce pass sanitaire. Oui, bien sûr, c'est un motif de tension supplémentaire. Je voudrais juste réagir sur les propos. Effectivement, aujourd'hui, demander à ce que la police s'occupe de tout, ça me paraît un peu compliqué. On veut bien avoir le mauvais rôle, je veux dire, ça va avec le costume, et de plus en plus en ce moment. Mais aujourd'hui, mettre les contrôles à la place des restaurateurs en mission prioritaire pour un policier républicain, je pense qu'on est à côté de la plaque. Surtout que les priorités du ministre aujourd'hui, elles restent quand même sur les violences conjugales. Et on voit aussi qu'on a une hausse de la délinquance un peu partout sur les départements. Donc il va falloir recentrer, je pense, les missions prioritaires de la police. Et on ne peut pas tout faire. William Tay, c'est vrai que ça arrive peut-être après une accumulation de contraintes qui ont beaucoup été demandées aux restaurateurs, qui ont cherché parfois en vain parce qu'ils ont finalement dû fermer. Peut-être le sentiment de ne plus avoir envie quand même de fournir d'efforts. C'est ça aussi qui ressort à travers cette fronde de professionnels. Surtout que là, on est dans une période qui est transitoire en fait. C'est-à-dire que pendant les différentes restrictions, ils étaient plutôt aidés, donc ils étaient contraints à la fermeture, puis être aidés. Là, ils vivent une période transitoire où ils sont encore plus mis à contribution dans la période précédente, dans la mesure où ils doivent rester ouverts avec des aides qui seront de plus en plus réduites jusqu'à arriver à la période de septembre-octobre. Donc en fait, on vit une période transitoire pour eux où une partie va être gagnante, ou une autre partie va être plutôt perdante. Quand on regarde les sondages d'opinion sur la question du soutien ou de l'expression de la sympathie par rapport au mouvement, c'est la catégorie qui exprime le plus de soutien envers le mouvement à 53%. Donc en fait, la difficulté maintenant pour eux, c'est pour ça que je pense que le gouvernement doit faire attention aux revendications sectorielles. On est un peu en train de revivre ce qui s'est passé, non pas aux Gilets jaunes, mais sur la question des réformes des retraites. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui est général, mais vous pouvez avoir des levées de contestation parce que à la question du pass sanitaire peuvent s'agglomérer de revendications sectorielles. Vous avez interrogé un commerçant là à ce moment-là. Précédemment, vous avez interrogé une aide-soignante qui vont, en plus du pass sanitaire ou de la question de l'obligation vaccinale, vont en profiter, vous mettre une pression supplémentaire au gouvernement pour exprimer des revendications politiques ou sectorielles. Et c'est à ce moment-là que je vois un risque pour le gouvernement, parce que dans la mesure où le pass sanitaire a été adopté de façon républicaine après l'avis du Conseil d'État, l'accord du Parlement et la saisie du Conseil constitutionnel, c'est qu'on va assister à une forme de radicalité où chacun va en profiter pour placer ses pions, entre guillemets, pour placer ses revendications. Une partie les passes sanitaires et les autres leurs revendications politiques. Revendications sectorielles et en même temps, il faut le rappeler, l'opinion manifestement n'est pas du tout dérangée par le fait de présenter son pass sanitaire. C'est ce qui ressort de ce sondage de cette semaine Elab pour les Échos. La majorité des Français ne voient pas du tout de problème à présenter un pass sanitaire, y compris au restaurant. Benjamin Rossi, parfois même certains disent, des professionnels, je préférerais la vaccination obligatoire pour tous, plutôt que ce pass sanitaire qu'ils estiment briser une égalité entre les Français.
ça fait son chemin, la vaccination obligatoire pour tous? Oui, le problème c'est toujours pareil, c'est quand les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est obligatoire, mais c'est quoi le... Comme pour les autres vaccins qui sont obligatoires, comment ça marche quand ils ne veulent pas se faire vacciner? En fait, la plupart des vaccins obligatoires, c'est des vaccins qu'on fait pour l'enfance, donc c'est pour rentrer à l'école. Donc là, on parle de vacciner des adultes, donc c'est plus exactement les mêmes complexités. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rendre ce vaccin obligatoire? Quels sont les moyens de restriction? L'obligation en tant que telle, ça veut rien dire. En fait, le pass sanitaire est une des manières qui a été choisie par le gouvernement pour rendre ce vaccin obligatoire. On aurait pu imaginer d'autres choses, mais c'est ça qui a été fait. Après, je pense quand même qu'il faudrait revenir, c'est qu'on vit quand même là des problèmes de riches, parce qu'on a accès au vaccin, on a accès à la vaccination. Moi, j'ai des collègues dans l'hôpital qui sont d'origine tunisienne ou d'origine algérienne et qui ont pas de vaccin, et actuellement ils vivent une crise majeure. Les gens se précipitent pour avoir du vaccin, pour avoir de l'oxygène. On voit les manifestations et là, on voit des manifestations au Brésil, contre le fait des gens qui peuvent se faire vacciner, donc ou parce qu'ils doivent contrôler un QR code. On n'a pas vraiment les mêmes problèmes que dans d'autres endroits. Bernard Cohen-Haddad, juste une dernière question. Est-ce que la vaccination obligatoire pour les salariés qui reçoivent notamment du public, ça sera le pass sanitaire uniquement pour l'instant pour eux? Est-ce que ça peut être la solution et peut-être plus simple? Écoutez, moi je suis à Paris en Ile-de-France extrêmement favorable à la vaccination obligatoire pour tous les entrepreneurs et les salariés qui ont un contact avec le public. C'est pour nous un moyen d'éviter la propagation du virus. Donc après, c'est vrai que ça a été difficile parce que la vaccination, on l'a demandé en mars, on n'y était pas éligible. Donc aujourd'hui, nous, on a eu un peu de retard à l'allumage. Mais en tous les cas, il y a capacité de faire des tests. Donc nous, la protection du consommateur, la protection de nos salariés, la protection de nos fournisseurs et la protection de nos entrepreneurs, elle passe tout simplement par la vaccination. On veut éviter une 4e vague, des 4e confinements, des 4e couvre-feux et aussi un économicide. Donc il faut dire les choses. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à cette immunité collective et protéger nos entreprises et faire en sorte que quand un consommateur vienne chez nous, il soit aussi à l'aise que quand il va commander chez lui sur Internet. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad. Merci également à vous Angelo Bruno d'être venu sur ce plateau. Benjamin Rossi, vous restez avec nous. On continue de suivre cette journée de mobilisation des antipasses sanitaires, 4e samedi consécutif. Mais avant ça, l'actu des Jeux Olympiques. 4e week-end de mobilisation, un mouvement qui ne désenfle pas et toujours les mêmes revendications. Vous avez d'une part ceux qui sont dans ce qu'on appelle la mouvance anti-vax, donc qui refusent le principe du vaccin, et vous avez une deuxième partie qui est majoritaire dans les manifestants aujourd'hui, qui refuse le pass sanitaire en disant qu'il est attentatoire aux libertés publiques. Au-delà des idées, le profil des manifestants s'avère hétérogène. C'est ce que révèle une note du renseignement territorial, datée d'1 semaine, qui décrit la physionomie des cortèges. Cette note, elle explique qu'il s'agit en très grande majorité de familles, et notamment de familles avec enfants, et qui ne sont pas connues des services de renseignement ni des services de police. Au sein de ces rassemblements, on apprend également que les Gilets jaunes ne représentent que 10% des manifestants et que le mouvement protestataire se concentre principalement au sud de la Loire. Les services du renseignement territorial notent aussi la présence de militants de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Pour ce samedi, une autre note du renseignement prévoit une forte mobilisation. 150 à 200 000 personnes sont attendues dans tout l'Hexagone. Et on suit cette journée de mobilisation ensemble en direct sur BFM TV. On en parle également avec nos invités en plateau. William Tech est toujours avec nous, président du think tank Le Millénaire. Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sur-Bois. On est également avec Théo Leclerc, avocat en droit public au barreau de Paris. Et à distance avec nous, Dieynaba Diop, porte-parole du Parti socialiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Le Parti socialiste qui ne veut pas du pass sanitaire, qui propose directement la vaccination obligatoire. Ça serait la solution, selon vous, pour faire face à la fronde ? Selon nous, en fait, gouverner, c'est décider. Et au vu de l'urgence de la situation, nous estimons que le gouvernement ne doit pas faire dans la demi-mesure. Si effectivement, nous savons tous que la vaccination est aujourd'hui le seul moyen que nous avons de lutter contre cette épidémie, eh bien, allons jusqu'au bout et protégeons vraiment les Français, c'est-à-dire que passons de 11 vaccins obligatoires à 12 vaccins obligatoires pour les adultes. Et vous ne pensez pas que ça mettrait de l'huile sur le feu, qu'il y aurait encore plus de monde, plus de récalcitrants encore qui seraient forcés à se faire vacciner? Aujourd'hui, on rappelle que pour le pass sanitaire, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'obligation de se faire vacciner.
Tout à fait. Non, nous ne pensons pas que ce sera encore plus difficile. Vous savez, le fait est, c'est qu'il faut s'appuyer sur les professionnels de santé. Je ne connais pas un Français ou une Française qui ne fait pas confiance à son médecin généraliste. Je ne connais pas un Français ou une Française qui ne fait pas confiance justement aux spécialistes qui le suivent. Appuyons-nous sur la médecine de ville, appuyons-nous sur les collectivités territoriales qui jusqu'ici ont été remarquables puisqu'elles ont pallié le plus souvent au manquement de l'État quand il s'agissait par exemple d'avoir de la proximité, d'installer des centres de vaccination et autres pour la mise en œuvre. Moi, je pense que ceux qui sont récalcitrants ont besoin justement qu'on aille vers eux, qu'on leur explique qu'il y a de bénéfices que de risques à la vaccination. Et je crois sincèrement qu'il ne faut pas faire dans la demi-mesure. On est dans la communication permanente au niveau du gouvernement. Assumons pleinement lorsqu'on fait de la politique. Dans ces cas-là, le vaccin, il est nécessaire pour protéger les Françaises et les Français. Rendons-le obligatoire. Restez avec nous, Benjamin Rostier. On entendait l'argument, il faut faire confiance à son médecin et il faut aussi faire confiance aux médecins pour inciter les gens à se faire vacciner. Dans les faits, c'est quand même différent, c'est pas aussi simple. J'aimerais bien que ce soit aussi simple. Non, c'est pas si simple que ça. Effectivement, les gens, enfin, il y a la plupart des patients que je suis se sont fait vacciner, évidemment, mais il y a des gens qui ne sont récalcitrants à la vaccination. On a beau leur expliquer, ils sont pas pour. Alors moi, je suis d'accord dans le fond sur l'obligation vaccinale pour tous, mais c'est toujours pareil, c'est un peu la même problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner et qui disent malgré l'obligation, je ne veux pas le faire. Donc c'est tout le côté un petit peu. Alors après, mise en pratique. Oui, c'est mise en pratique. Après au niveau, moi j'avais discuté avec des gens qui disaient si c'est obligatoire, on le fait, même s'il n'y a pas forcément d'obligation ou même s'il n'y a pas forcément de punition à cette obligation, mais le caractère obligatoire pour certaines personnes, ça fait si c'est obligé, je le fais. Mais je suis pas sûr que sur la population qui n'a pas encore été vaccinée, on ait beaucoup de gens qui ont encore ce profil-là. Je crois qu'il y a des gens qui sont fondamentalement contre. Donc après, il faut voir comment on peut faire avec. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que cette épidémie soit derrière nous. Donc là, il y a encore une vague. On voit beaucoup, c'est des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner ou qui ont attendu. Moi, ça me fait de la peine de voir. Là, j'ai des patients, je discutais hier avec eux, des gens qui ont eu peur. Donc, ils avaient peur de la piqûre. Il y a une phobie. Les derniers week-ends où j'ai vacciné, c'était des gens qui avaient une peur bleue de se faire piquer. Donc, il y a de la peur, il y a de la crainte. On aura les manifestants ont plus peur de se faire piquer que d'être contaminés par le Covid. Mais William Tay, c'est vrai que c'est intéressant parce que le pass sanitaire, c'est un terme qui est devenu très politique et du coup qui politise la société et donc aussi les manifestations qui en découlent. C'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire qu'on a un terme qui est aussi politique. On a pu avoir des contestations, en tout cas des limites sur la question du confinement ou du couvre-feu, mais qui étaient très très minoritaires, qui étaient très sectorielles et qui concernaient plus des cas spécifiques. Là, c'est la première fois qu'on a une manifestation d'ampleur qui repose sur deux piliers. Un, c'est la question des libertés. Et deux, je pense que c'est le plus important, c'est la question de la rupture d'égalité, qui est la cause de mobilisation la plus importante en France. Et c'est pour ça que je pense que la question de la vaccination obligatoire se posera à partir de septembre, parce que la vaccination obligatoire, peut-être qu'elle a plus de contraintes, mais elle respecte un pilier qui est fondamental, c'est la question de l'égalité. Parce que si on reprend tous les dispositifs mis en place par Emmanuel Macron depuis mars 2020, il a adopté la mesure du confinement et la mesure du couvre-feu, qui était une mesure parfaitement égalitaire et qu'il avait refusé à l'époque de distinguer les jeunes et les personnes âgées, ce qui avait permis en fait de tenir le pays, de ne pas avoir de mobilisation. Donc je pense que la question de la vaccination obligatoire se posera. Il y aura deux limites, la question de l'applicabilité et la question des sanctions. Sur la question de l'applicabilité et des modalités, je pense qu'il faudra le faire par tranche d'âge, à des dates indéterminées, à des dates précises. Ça veut dire dans un premier temps les personnes à risque et puis ensuite en fonction de l'évolution de la crise sanitaire l'étendre aux autres catégories d'âge. Et puis sur la question des sanctions, on a vu un exemple qui était la question du confinement et du couvre-feu. La plupart des Français en très très grande majorité ont respecté le couvre-feu et le confinement. Je pense qu'on peut appliquer des contrôles qui sont très aléatoires sur la question de l'obligation vaccinale. Théo Leclerc, on entend beaucoup liberté. Liberté, c'est ce que prônent les manifestants. Ils parlent de loi liberticide, de dictature sanitaire. D'un point de vue du droit, ce pass sanitaire, est-ce qu'il est vraiment une entrave ? Le Conseil constitutionnel a clairement tranché quand même. Alors, si le Conseil constitutionnel a tranché, on voit bien que le pass sanitaire est quand même attentatoire aux libertés. Puisque
quoi qu'il arrive, il soumet certaines activités à un document administratif, alors que sans ce pass sanitaire, vous pouviez aller n'importe où. L'objectif de ce pass sanitaire, je pense que même s'il porte atteinte aux libertés, c'est vraiment contraindre la population, rendre la vie des Français non vaccinés la plus difficile possible pour qu'ils se fassent vacciner de leur propre chef et éviter cette vaccination obligatoire. Parce que la vaccination obligatoire, et je pense que les manifestations sont vouées à durer tant que la part de population vaccinée n'a pas atteint son maximum, si vous voulez. Là, si vous voulez, on a encore 10% de la population qui n'est pas vaccinée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui ne sont pas vaccinés? Est-ce qu'on met une amende? Est-ce qu'on met une amende à 6 millions de personnes? Si on met une amende à 6 millions de personnes, c'est pas 150 000 personnes qu'on a les samedis dans la rue, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Pour l'instant, la stratégie du gouvernement, c'est essayer de faire baisser cette mobilisation et ce nombre de populations non vaccinées pour les contraindre à la fin peut-être par une obligation vaccinale. Dieynaba Diop, c'est vrai, est-ce que c'est pas plus facile peut-être de prôner la vaccination obligatoire quand on n'est pas aux responsabilités et qu'on ne doit pas aussi faire de la politique, c'est-à-dire gérer une population et notamment avec des manifestants? Mais monsieur, on fait de la politique et on est en responsabilité dans le sens où nous sommes très nombreux au Parti socialiste à être soit des élus de proximité, nous avons de nombreux parlementaires. Ce que nous disons, c'est que, comme l'a souligné l'un de vos invités, le problème du pass sanitaire, c'est que ça crée une rupture d'égalité. Et c'est ça qui pose problème à nos concitoyens. Nous sommes profondément convaincus que pour avoir été en responsabilité, lorsque vous gouvernez, il faut décider. Et lorsque vous prétendez protéger la population, eh bien, il faut aller au bout des choses. Les demi-mesures sont néfastes. Lorsque vous dites qu'il faut nous protéger, on voit les ravages que fait le variant Delta, notamment dans les Outre-mer. On voit à quel point la majorité, plus de 80% des personnes qui se retrouvent en réanimation ne sont pas vaccinées. Alors nous disons, allons jusqu'à la vaccination obligatoire, pourquoi pas par tranche. Et effectivement, déjà, rappelons que plus de 3 millions de personnes qui sont dites fragiles, prioritaires, ne sont toujours pas vaccinées. Allons aussi vers ces populations, et le meilleur moyen d'aller vers ces populations, c'est de la rendre obligatoire par phase et de faire en sorte que le maximum de Françaises et de Français soient protégés. Benjamin Rossi, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, ceux qui ne sont pas convaincus par leurs médecins, en tout cas, pour qui ça ne suffit pas, quels sont leurs arguments? Pourquoi? Quand on voit quand même, je rappelle des chiffres, aujourd'hui, dans les services de soins intensifs, il y a 12 fois moins de personnes vaccinées que de personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est assez éloquent quand même. Oui, non, mais je crois que c'est plus un principe. C'est une croyance, donc c'est très difficile de rationaliser ou d'apporter des éléments de langage, d'explication face à une croyance. Face à une croyance, on ne peut rien dire. Les gens vont dire, je crois que ce vaccin, il va être mauvais pour moi, et peut-être que dans des années, ça va être mauvais, et je refuse de me faire vacciner parce que j'ai peur de ça. Donc après, pas de dialogue possible? C'est pas qu'il n'y a pas de dialogue possible, c'est qu'en fait, il n'est pas entendable. On peut pas rationaliser quand il y a une croyance qui est construite. On aura beau apporter tous les éléments de rationalité qu'on veut, alors il y a le temps qui permet un petit peu d'estomper certaines radicalités, parce qu'il y a des gens qui étaient formellement contre et qui sont allés se faire vacciner, et finalement après la deuxième dose, ça se passe très bien, la première, hop, ils y vont. Mais il y a quand même, vous savez, il y avait encore 2 semaines, je disais, il y avait encore 2 semaines, j'ai des gens qui ont essayé de faire coller le téléphone, le téléphone est tombé, il y a encore toutes ces croyances-là. Et c'était pas des blagues. Et c'est pas des blagues, non, c'était vraiment. Donc il y a un certain nombre de croyances qui ont été diffusées par les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de croyances collectives qui sont données, et voilà, les gens ont peur, donc c'est très difficile de casser ça. On a parfois le sentiment que ce sont les mêmes qui se scandalisaient du confinement, qui se révulsent aujourd'hui contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale chez certains personnels. Quand on regarde la catégorie sociologiquement, c'est à peu près les mêmes. Ça veut dire que c'est plutôt en termes de catégorie politique. Mais ça peut paraître complètement paradoxal quand même, parce que ce qu'on nous vend quand même, la promesse, c'est que la vaccination permettra de ne plus reconfiner.
Oui, bien sûr, mais c'est une question. C'est pour ça que moi je vous dis, s'il y a beaucoup plus de manifestations aujourd'hui que par rapport au confinement, c'est parce qu'il y a la question de la rupture d'égalité. Les mobilisations en France se basent uniquement depuis la Révolution française sur la question de l'égalité. Elles ont commencé sur la question de la discrimination entre le tiers-état et la noblesse, etc. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais c'est toujours la cause de mobilisation première. Donc en fait, le gouvernement a 3 priorités aujourd'hui. Inciter à la vaccination pour atteindre un taux d'immunité collective entre 85 et 90%. 2, gagner la bataille de l'opinion publique. Et 3, faire respecter l'ordre. Parce qu'il est vraisemblable qu'à partir du moment où le processus républicain a été respecté, avis du Conseil d'État, accord bipartisan, Assemblée-Sénat et recours du Conseil constitutionnel, maintenant on va avancer vers une phase de radicalité, d'une part des manifestants parce qu'ils vont s'agglomérer de gilets jaunes et de manifestants entre guillemets anti-système, et d'une part par des professions sectorielles qui vont exprimer leurs revendications et qui vont se dire, quand on regarde l'historique de la gestion Macron des mobilisations sociales, ils se disent que plus il y aura de violence et plus il y aura de mobilisation, plus ils ont une chance d'obtenir quelque chose. Donc c'est ça vraiment le risque du gouvernement. C'est pour ça que depuis 2 semaines et depuis l'annonce du protocole Blanquer sur les écoles et sur la question du licenciement, on a 3000 policiers qui sont toujours mobilisés à Paris. C'est pour maintenir l'ordre parce qu'il y a un risque de dérapage important. Théo Leclerc, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, encore une fois, on le rappelle, 200 000 manifestants selon l'Intérieur samedi dernier qui s'attend à une mobilisation à peu près identique pour aujourd'hui. Et quand on regarde le nombre de personnes qui ont été vaccinées, alors que ce soit au moins une dose ou bien toutes les 2 doses, chaque jour, et non pas chaque semaine, il y a 600 000, 700 000, parfois plus même de Français qui reçoivent une injection. Quand on parle de liberté, il y a aussi bien sûr la liberté de ne pas se faire contrôler, et on peut le comprendre, mais il y a aussi la liberté de ne pas se faire contaminer, de ne pas vivre dans une société de façon indéfinie sous Covid. Exactement, c'est tout l'enjeu, puisqu'on a un objectif de protection de la santé qui est en balance avec les libertés individuelles. Et on le voit, le Conseil constitutionnel l'a dit avec sa décision. Enfin, cette balance, pour l'instant, elle va vers la protection de la santé. Donc on admet que chacun est dans une situation où ses libertés doivent être restreintes pour protéger cet objectif de valeur constitutionnelle qu'est la protection de la santé. Benjamin Rossi, il y a des alternatives au pass sanitaire aujourd'hui, étant donné l'urgence aussi de la situation. On nous parle quand même tous les jours de course contre la montre, contre ce variant Delta, et on le voit maintenant, on le comprend, cette courbe des cas qui montait, elle flanche désormais à l'hôpital avec le décalage de 2 semaines. Il y a probablement des alternatives, il y a beaucoup de moyens possibles pour pousser une population à se faire vacciner, donc ça c'était un des moyens qui a été choisi, il a été choisi par le gouvernement, il est discutable, et encore une fois, il y a des choses qui, dans ce pass sanitaire, moi je trouve qu'il y a une irresponsabilité générale, c'est-à-dire qu'en fait ça fait l'État qui dit ben non, vous ne pourrez pas sortir si vous n'êtes pas vacciné, les gens qui font des manifestations parce qu'ils sont privés de sortie, il y a une espèce il y a un jeu, je trouve, qui ressemble un petit peu trop à une parentalité. Mais voilà, mais il y avait peut-être d'autres moyens, pousser les gens, les amener dans leur responsabilité en disant bah, je refuse d'être vacciné, donc enfin pousser les gens plus à les responsabiliser, à les parler en tant qu'adultes. Je trouve que ce pass sanitaire, il y a un petit côté prendre la population un peu comme des enfants, infantilisant. Après, il y a une deuxième chose. Là, dans la crise qu'on voit, on a les marqueurs qui montent. Vous parlez de rupture d'égalité qui pose problème. Nous, on a les hôpitaux. Et ça, c'est un autre problème qu'il va falloir quand même que le gouvernement voit, parce que les hôpitaux sont vides. On n'a plus personne. On pouvait prendre 250 Covid sur notre hôpital à la première vague. Là, on peut en prendre 9. Donc en fait, c'est pas forcément que la crise est élevée, mais on n'a plus de personnel. Parce qu'il y a une rupture d'égalité, parce qu'en fait, effectivement, quand on est infirmière et on part de l'hôpital et qu'on part en libéral vacciné, on gagne 5-6 fois le salaire, même 10 fois le salaire. Enfin, donc il y a une vraie rupture d'égalité actuellement qui est en train de se passer à l'hôpital, avec de l'argent public, en donnant plus d'argent public au privé qu'au public. Et cette rupture d'égalité-là, si les gens ne le voient pas, il n'y aura pas de gestion possible de la crise et de l'avenir. En une, Diana Badiop, alors oui, vous n'êtes pas pour le pass sanitaire, vous êtes pour la vaccination obligatoire. Il n'empêche, si on regarde les chiffres, l'annonce du pass sanitaire a donné un sacré coup de fouet à cette campagne de vaccination. Il y a un petit creux au moment où on se parle parce qu'on est quand même en plein mois d'août, mais les rendez-vous pris, notamment sur Doctolib, montrent que ça va repartir de plus belle fin août. Quand même, le pass sanitaire, ça fait son effet.
On ne dit pas que ça ne fait pas son effet. Nous, on souligne la rupture d'égalité que met en place ce pass sanitaire. Et effectivement, on a un gros problème concernant la gestion à l'hôpital parce que nos soignants qui sont en première ligne depuis plus de 2 ans ne sont pas considérés. Il n'y a pas eu de revalorisation de leur salaire, il n'y a pas eu d'amélioration de leurs conditions aussi d'exercice. Bien sûr, la majorité, l'immense majorité des Françaises et des Français veulent se faire vacciner. Mais aujourd'hui, on est dans un système qui atteint une sorte de point de rupture. Et nous disons que, il faut doper le service public et lui donner les moyens de fonctionner correctement. Et 2, nous réaffirmons que le meilleur moyen d'être dans cette continuité d'égalité et d'accès de soins pour tous, il y a la vaccination obligatoire. Il y a aussi aller vers les populations parce qu'il y a une chose dont on parle très peu, c'est la fracture numérique. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire prendre un rendez-vous sur Doctolib. Notamment, moi je suis élue au Muro, nous avons fait des sessions de vaccination dans des salles des fêtes, etc. Et bien à chaque fois, ça affiche complet en quelques heures parce que les gens peuvent venir s'inscrire et se faire vacciner dans la journée sans rendez-vous. Il faut multiplier ce type d'action qui permet à toutes et tous, notamment dans les milieux ruraux, avoir des bus de vaccination pour aller vers ces populations qui sont éloignées. Merci beaucoup Diana Diop d'avoir été notre invitée, porte-parole du Parti Socialiste. Merci également William Tell d'être venu sur ce plateau, Benjamin Rossi, Théo Leclerc. Vous restez avec nous. On continue de suivre cette journée de mobilisation sur BFM TV. Juste le temps de vous donner ces dernières informations.